Merci à toute l'équipe de la FFP Grand Est qui a permis qu'on soit là ce soir. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de voir en plus certaines personnes que je retrouve, que je reconnais, d'autres que je ne connais pas encore. Et merci aussi à la librairie d'être présente. On va vous présenter donc en 3 temps les choses. C'est un peu une première d'ailleurs de connecter comme ça ces deux ouvrages. Effectivement, mais on pense qu'il y a un certain sens à le faire. C'était le titre proposé, pratique et approche de l'espace public. Le sous-titre, au fond, le partage de l'espace, c'est bien un sujet commun aux deux projets. Simplement, il relève de catégories, on va dire, à la fois éditoriales et disciplinaires et historiques différentes. Et puis, c'est un peu une gageure de vouloir essayer de tenir le temps avec tout ça. Mais l'idée, c'est aussi d'inviter, vous, le public, à nous interroger pour qu'on puisse rebondir. Donc, un premier temps, je vais faire un petit parcours rapide du numéro lui-même, le paysage partagé, le projet de cette revue, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est. Puis Frédéric va zoomer vraiment en détail sur la partie vraiment alsacienne du numéro, avec son article qui émane surtout d'un travail plus long dont il va nous parler. Et on fera peut-être à ce moment-là un premier échange, et ensuite, à nouveau, un autre détour par une géographie plus large, qui passe aussi un peu par Strasbourg, mais qui est celle de l'autre livre, Écologie humaine. Alors, les Cahiers de l'École de Blois, qu'est-ce que c'est? C'est une revue qui, aujourd'hui, donc, a 23 numéros, qui a été créée en 2003 par Jean-Christophe Bailly, qui est un écrivain qui a aussi été éditeur et qui a enseigné pendant 18 ans à l'École de la Nature et du Paysage, donc à Blois, et qui a souhaité, avec le directeur de l'époque, inaugurer au fond une formule d'une revue qui pourrait rendre compte des travaux d'étudiants, d'étudiantes menés dans cette école. Donc là, vous avez un aperçu de l'usine, en fait, Poulain, de la chocolaterie Poulain, qui a été sauvegardée un peu in extremis pour accueillir le projet de l'école du paysage, entre autres. Il y a aussi un autre parti qui est l'IUT, mais je n'ai pas le temps de développer. Et ça a été une rénovation donc, de l'architecte Patrick Rubin, l'agence Canal Architecture, qui a permis d'en faire un lieu d'apprentissage, de formation. C'est une formation donc, publique en 5 ans, niveau master, qui forme des paysagistes concepteurs. Cette formation, elle s'organise donc en utilisant l'espace même, évidemment, du hall. On pourrait dire que c'est un premier partage sinon du paysage, en tout cas de l'espace. Elle s'articule aussi avec la ville, le projet même architectural visant à connecter avec un nouveau parvis, un espace qui n'était pas un espace public auparavant. Et dans ce hall se passent toutes sortes de choses. C'est un lieu à part entière qu'on peut investir pour des expositions, pour des ateliers, pour des présentations, des invitations aussi de personnalités extérieures. Et sinon, c'est une école de projet de paysage. On pourra détailler un peu le contenu de ce que ça représente, mais effectivement, ce qui est intéressant à dire, c'est que dans la formation des paysagistes à Blois, il se passe tout un ensemble d'interactions avec le territoire environnant, notamment un territoire qui est très agricole, puisqu'on est à la fois au bord de la Beauce, de la Sologne, et que le Val-de-Loire lui-même accueille beaucoup d'activités de maraîchage ou de viticulture. L'idée de la collection de la revue, c'était de pouvoir accueillir certains travaux d'élèves qui ont été soutenus, pas tous parce qu'on n'a pas la place, mais justement de ne pas en faire un simple catalogue ou annuaire de travaux, mais d'inviter les élèves en question, les anciens élèves, les jeunes diplômés, à écrire un premier article à partir de leur travail. Et à partir de cela, dégager au fond un thème qui devient un prétexte à inviter d'autres personnes, à la fois internes à l'école et aussi et surtout extérieures, y compris des artistes, photographes, écrivains, écrivaines, dessinateurs, et également, pourquoi pas, des chercheurs, des chercheuses. Donc ça donne une collection assez variée, et je vais vous présenter très rapidement ce numéro 16, parce qu'au fond, c'est un numéro qui parle de Strasbourg, et c'est le premier aussi que j'ai eu la chance, l'honneur, le plaisir de diriger en 2018, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi, que Jean-Christophe Bailly a quitté l'école, et que je suis devenu le responsable de la revue. Dans ce numéro-là, il y a un diplôme, qui est celui donc, de Louise Cheka, qui concernait justement la frontière entre Strasbourg et Kehl. Donc, je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez, mais qui justement peut être une bonne occasion, donc on a apporté aussi le numéro pour que vous puissiez le feuilleter, de se rendre un peu sensible au projet de la revue, de comprendre comment on accueille à la fois donc, des documents qui sont issus du travail de fin d'études lui-même, en l'occurrence, carte sensible de la traversée de la frontière, par exemple, mais aussi, bien sûr, des documents qui vont être issus on pourrait dire, du moment même de la soutenance. Donc, la pédagogie à Blois s'organise de manière à ce qu'il y ait une année entière passée sur un temps de diplôme. Certains pourront en parler dans la salle, puisqu'on a trois anciens élèves d'un coup. Donc, il y a une partie de l'année qui est consacrée, en fait, à un mémoire, mais le mémoire est déjà dans le projet. Donc, le mémoire, au fond, est un travail d'avant-projet. Et ensuite, le dessin du projet lui-même s'articule plutôt dans la deuxième partie de l'année, mais c'est bien les élèves eux-mêmes qui choisissent le site et la problématique, et qui sont suivis par 2 encadrants. Donc, dans le cadre du projet sur Strasbourg-Kehl, ça venait s'appuyer bien sûr sur les projets en cours autour des 2 rives.
mais en venant proposer un apprentissage spécifique, évidemment, situé, et des thématiques que font ressortir aussi les élèves eux-mêmes au fur et à mesure de leur apprentissage. Donc, en l'occurrence, il y avait beaucoup de questions de dynamique de la forêt alluviale par la dépollution. Je n'entrerai pas plus dans le détail, mais je vous inviterai à feuilleter le numéro si vous le souhaitez. Cette collection, elle a aussi une histoire donc, liée à mon arrivée, qui est d'avoir souhaité changer le livre lui-même, le format, l'objet livre, et tout en conservant l'esprit éditorial, on pourrait dire, le principe d'avoir adopté un nouveau format, un nouveau papier, une nouvelle maquette mise en page, et des rabats, une autre technique d'impression. Donc vous pourrez aussi apprécier cette différence-là. Et un des numéros qui a justement mis cette chose-là en scène s'intitulait Paysages futurs, donc consacré aux questions de temporalité. Les paysagistes ont un rapport très privilégié au temps, on va dire, au temps long, et en particulier à l'anticipation. Et dans ce numéro, j'ai voulu aussi zoomer sur celui-ci. Il y a un diplôme qui concerne, deux diplômes qui concernent votre région, et en particulier, je suis pas content qu'il soit là, celui de Simon, qui pourra lui-même vous en dire quelques mots, mais j'avais prévu de le mentionner. Je passe ça, voilà, son diplôme, ça fait bizarre d'en parler à ta place, mais je le dis juste en bande-annonce. Auf dem Weg, viticulteur et habitant alsacien face à l'abandon. Bon, c'est aussi un diplôme que j'ai eu la chance de co-encadrer, donc c'est vraiment une autre raison de le mentionner un peu. Mais dans le diplôme et dans l'article qui est issu du diplôme, justement, il y a un travail, je dirais, qui évidemment, comme tous les travaux de paysage, sont un peu multifonctionnels, multi-entrées, mais qui se concentrent sur la question de la viticulture. Ça, c'est donc la couverture du mémoire, qui, je crois, avait été présentée par toi à la FFP aussi. Vous avez dit quelque chose. Voilà. Donc, il y a de multiples raisons de s'y pencher, mais c'était un travail aussi, je dirais surtout pour moi qui ne connaissais pas ces territoires-là, d'éducation du regard. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait apprendre à voir comment est-ce que derrière un paysage qui, a priori, peut avoir l'air tout à fait bien rangé, bien propre et bien tenu. En fait, il y avait un certain nombre de risques, de menaces, de fragilité aussi, et que apprendre à les regarder était nécessaire pour pouvoir proposer des transformations, des interventions qui n'allaient pas se faire évidemment du jour au lendemain, et surtout pas sans des formes de concertation. Donc ce que Simon a appelé une table des négociations, et fait intervenir au cours notamment d'un format une sorte de résidence, de permanence architecturale, enfin paysagiste, inspiré des permanences architecturales. Mais j'en dis pas plus, on pourra en parler justement avec le principal intéressé tout à l'heure. C'est quelques extraits du diplôme qui donc ont donné lieu à un article. L'autre article du même numéro qui peut vous intéresser éventuellement d'approfondir, c'est Fessenheim après Fessenheim. Alors, le titre est relativement sobre, mais justement, tout est dans l'après, de quelle temporalité on parle, par rapport à un après qui n'en finit pas de s'étirer, de se projeter dans des longues durées, et comment est-ce qu'on va hériter, en fait, donc l'idée de ne pas s'intéresser en tant que paysagiste au cœur même de la partie de la centrale de Fessenheim et du processus de démantèlement sur un temps long qui est engagé, mais plutôt de ces abords qui sont des abords habités avec des gens qui continuent justement de vivre, et parce qu'il y a aussi un certain nombre d'emplois qui continuent d'être évidemment attirés, suscités par les activités de démantèlement, et de comprendre évidemment dans quelle géographie on se retrouve. C'est un peu le principe même de l'approche des paysagistes, mais d'avoir aussi des idées donc de ces temps intermédiaires finalement, hein. Plutôt que de penser tout de suite l'après-après, qu'est-ce que c'est le premier après, les temps où on commence à avoir ces activités de démantèlement, mais le paysage, notamment les formes même du paysage industriel, au fond des premiers plans, restent très présents et très visibles, sans que ça soit forcément justement un problème pour engager d'autres manières de dessiner, de faire, d'imaginer les parcours de proximité, l'accès à l'eau, en particulier pour les habitants. Donc ça, c'est les anciennes cités en fait EDF, hein, qui continuent en partie d'être habitées. Donc sûrement des gens qui connaissent mieux que moi dans la salle cette histoire-là. Je n'ai pas encadré d'ailleurs ce diplôme-là, donc pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous pourrez également le parcourir. J'en viens, en 5 minutes, à présenter ce numéro-ci, et qui va pouvoir donc donner lieu à un exposé plus long de Frédéric. C'est le tout dernier qui vient de sortir, Paysages partagés, et qui s'intéresse aux questions, on va dire, d'interaction et de coopération, en un sens large, mais aussi parfois très spécifique. C'est-à-dire qu'il va à la fois intégrer des enjeux d'écologie. La couverture du numéro, qui est une photographie de Manuel Witz, c'est issu d'un diplôme qui porte sur la station de Tignes, en Savoie, qui est une station qui continue de se développer dans tous les sens du terme, hein, de s'accroître et d'aller chercher toujours plus haut là, sur un glacier, des endroits pour pratiquer le ski, y compris en été. Et ça a donné lieu voilà, à une réflexion sur en fait, le fait que ce sont des paysages qui héritent de manières de faire qui étaient plus coopératives,
les paysages alpins, et que finalement, un futur relativement indéterminé en termes de nombre d'années pour le moment, mais un futur qui se rapproche, il va sans doute falloir de nouveau coopérer davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc, le choix de l'élève, en l'occurrence, ça a été, on pourrait presque dire que c'est l'inverse du choix de Juliette Pinto qui avait travaillé à Fessenheim, ça a été de dire, au fond, je me projette sur la fin du ski. Ok, c'est pas prêt d'arriver tout de suite finalement, mais je sais que ça arrivera tôt ou tard. Et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme manière de faire, d'habiter un territoire de montagne? Donc forcément, c'est aller chercher aussi du côté des pratiques agricoles. Bon, je vais en montrer une image rapide. Son diplôme s'appelle Tigne dans le nouveau régime climatique, de la station à la subsistance. Vous voyez, donc le titre laisse entendre, et dans le sous-titre, dans quel type d'orientation on se projette, et pourquoi et en quoi ça peut concerner justement les questions de coopération. Le numéro, il intègre... Alors, j'ai délibérément choisi, je pense que c'est le mieux de ne pas présenter point par point chacun des éléments du sommaire, mais on pourra le faire sous forme de dialogue si vous le souhaitez en savoir plus. Les 4 diplômes vous voyez, abordent des sujets qui sont relativement hétérogènes et aussi dans leur géographie. Et je dirais juste rapidement voilà, de quelle géographie il est question, mais avec Antonin Renard, on est du côté de la Teste de Buch, qui est donc une des dernières forêts usagères, c'est-à-dire héritée du système des communaux, donc vraiment un système de partage du paysage particulier, juste derrière la dune du Pilat, donc près du bassin d'Arcachon et de Bordeaux, qui a subi un énorme incendie en 2022. Et donc comment est-ce qu'on peut imaginer des façons de faire, là aussi, de travailler et d'habiter ces paysages sous forme d'une résurgence. Il s'inspire aussi d'une autrice anthropologue américaine qui inspire souvent les paysagistes, qui s'appelle Anna Tsing, et il réfléchit sur cette manière donc de se projeter dans un temps où on va devoir là aussi davantage faire avec les autres. Dans une logique très différente, le diplôme de Valentine Bonnefond, qui s'intéresse à la Guadeloupe, et en particulier à des territoires donc, qui sont très contaminés au chlordécone. Et comment est-ce que justement, peut-être en s'inspirant de manière là aussi d'héritage antérieur, ceux du jardin créole, on peut imaginer dessiner différemment un projet de paysage et se projeter, toujours pareil, dans des manières de partager qui soient davantage attentives aux questions d'espace public, qui sont en fait relativement voilà, en attente et en demande dans cette région-là. Mais ça suppose de faire avec, évidemment, les habitants, les habitantes. Le projet, pour revenir du côté de l'Hexagone suivant, celui de Lucie Goumin, s'intéresse à un quartier en fait, à Bordeaux, sur la rive droite de Bordeaux, qui s'appelle le quartier de Brazza, qui a donné lieu à des grandes opérations d'urbanisme. Mais justement, comment est-ce qu'une paysagiste, et là c'est vraiment par l'écologie, qui fait l'objet de beaucoup d'enseignements à l'école de Blois, donc l'école de la nature et du paysage, il faut essayer d'être à la hauteur de ce nom-là, essayer de s'infiltrer en fait dans des formes d'interstices, ce qui est un point qu'on pourra rediscuter lorsqu'on parlera d'écologie humaine, l'interstice d'un projet qui est déjà dessiné, qui est déjà en train d'être livré, mais qui n'a pas été intégralement pensé en termes des espaces non construits, justement. Et donc, quel genre de terrain vague qui actuellement serait voué à ne pas le rester, pourrait en partie le rester et accueillir une forme de conception de paysage avec des logiques spontanées et des processus voilà, inspirés de ceux du vivant. Donc voilà pour les 4 diplômes rapidement. Et puis c'est l'occasion, on peut le voir avec ce sommaire-là, d'inviter d'autres contributeurs. Il y a d'autres paysagistes qui ont contribué, Mathieu Lucas en particulier, qui enseigne à l'école. Mais il y a aussi des travaux photographiques, des travaux de bande dessinée. C'est le premier numéro, il y a de la bande dessinée. Je passe ça, qui est une référence à Repton. Mais voilà, donc le diplôme d'Antonin, c'est sous forme d'un plan guide en fait, qu'il a voulu réfléchir, donc à une échelle assez large. Ça, c'est l'article de Mathieu Lucas qui s'intéresse aux circulations notamment des éléments, donc de l'air et de l'eau dans des centres-villes, en l'occurrence alpin d'ailleurs, ça c'est Annecy. Il a travaillé sur cette question de justement ce qu'il appelle le fragile, la puissance du fragile, les puissances du fragile. Comment est-ce qu'on peut s'assurer voilà, de la circulation de l'air dans des centres-villes, évidemment dans un contexte de réchauffement, celui de Manuel Witt-Soltine dont je vous ai dit un mot. Aux villes paysages, donc ça c'est ce dont va nous parler Frédéric dans une minute. Et puis les ouvertures plus larges, dans tous les numéros, moi j'ai à cœur que justement il soit question d'autre chose que, on pourrait dire, de logique locale, aussi bien vis-à-vis de Blois et de la région que même du contexte français, strictement français, francophone. Donc il y a deux textes qui croisent en fait un des héritages justement coopératif, on pourrait dire aussi, dont l'école de Blois cherche à réactiver certains contours au moins, qui est celui de l'école allemande du Bauhaus,
qui est très souvent connu seulement en partie, ou sous des formes assez déformées, ou sous des formes très sélectives. Et donc l'idée, c'était de montrer, je conclurai avec ça, et pour passer la parole à Frédéric, qu'il y a eu donc un directeur du Bauhaus, qui était en fait le deuxième directeur, beaucoup moins connu que Walter Gropius, et que Mies van der Rohe, qui était le troisième directeur. Donc là, on est vraiment dans des questions d'archi pour les archis, si vous voulez. Mais lui s'est intéressé justement à la question du paysage, en fait, un peu plus, au moins à titre nominal. Donc l'idée du numéro, ça a été de republier, de rendre disponible en français des textes qui ne l'étaient pas, qui n'étaient plus, de ce monsieur, Hannes Meyer, qui sont en fait des discours, des allocutions qu'il a faites à ses étudiants et ses collègues dans le cadre de l'école, lorsqu'il est devenu directeur, et qui s'intéresse essentiellement justement à la question du partage. Lui-même était un architecte, donc issu d'une famille d'architectes suisses, mais très investi dans la question de la coopération et même du mouvement coopérativiste international. Et ça fait quasiment 100 ans, on est dans ces années aussi du centenaire un peu des années du Bauhaus. Et donc en 1924, il a conçu le pavillon suisse de l'exposition du mouvement international coopératif en Belgique. Donc c'est un monsieur qui est assez connu en Belgique, mais beaucoup moins en France. Et qui avait aussi des projets d'école, par exemple, comme celui-ci, pour la ville de Bâle, dont il était originaire. Donc voilà, il y a un chapeau, un petit texte qui présente rapidement sa biographie. Et ensuite, il y a vraiment 3 textes de lui qu'on peut découvrir en français. Et je me suis d'ailleurs appuyé un petit peu sur l'aide de l'historienne de l'architecture Elke Mittmann, qui a enseigné à Strasbourg pendant pas mal d'années. Donc voilà, il y a des liens comme ça qu'on peut faire avec la question même locale, si on veut. Peut-être je te passe la parole sans transition particulière, comme ça Merci beaucoup. Sans transition, et on garde le même fond. Merci Olivier. Donc moi d'abord je suis très très contente de publier cet article dans les Cahiers du paysage, parce que c'est une revue qui nous inspire depuis pas mal d'années déjà, enfin qui m'inspire personnellement, mais qui nous inspire au sens de nous enseignants et étudiants à l'ENSAS aussi. Donc moi de ma présentation, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAS et paysagiste et enseignant-chercheur, donc une espèce assez rare. Je cru comprendre qu'on était 3 pour toute la région Grand Est. Il y en a 2 dans la salle. Donc c'est une situation à la fois un peu privilégiée, parce qu'on est des espèces rares, donc on est très demandé. Bruno, tu me diras si je me trompe. Et en même temps un peu difficile, parce qu'on est toujours un petit peu la 5e roue du carrosse, ou l'exception. Voilà. Et que cet article parle aussi un peu d'un essai de positionnement d'un sujet qui n'existait pas de manière très présente à l'ENSAS, qui est le sujet du paysage, et que j'avais choisi d'amener par le sujet de l'eau, qui finalement, un peu comme le paysage, est un sujet de relation. L'eau pour la continuité de pensée qu'elle impose, la continuité d'action qu'elle impose aussi, et ça me semblait être le sujet idéal. Alors je vais commencer peut-être par un petit quelque chose apparemment qui revient à la mode. Moi je connaissais les soirées diapos quand j'étais gamin. Apparemment les soirées PowerPoint, ça revient un peu à la mode. Donc je vais vous faire une petite soirée PowerPoint. C'est une petite série de photos toutes prises dans des ateliers groupe ville paysage. Donc là vous voyez un enseignant fier de conduire la ribambelle d'étudiants qui est derrière sur les canoës. Là on descendait le Rhin tortue quand on travaillait sur Plopsheim. Ici, vous voyez 3 visages qui sont derrière vous, Piero Maya et Antonin, si je me rappelle bien, qui sont là. Donc on passe des ponts, et des fois on passe sous des ponts. Il y a des moments assez heureux et joyeux, puis il y a des moments un peu moins joyeux. Là, vous voyez, on est en pleine épidémie de Covid, dans un temps de chiens sous le pont du Rhin. Donc, mais on fait du terrain, et ça, évidemment, ça fait évidemment partie de l'éthique, je dirais, du paysage qu'on essaye de mettre en pratique dans cet atelier. C'est qu'on ne se dispense pas de voir le terrain et de le revoir. Évidemment, on partage, et ça aussi c'est important. J'avais voulu utiliser le mot collaboration, mais Olivier m'a dit qu'il préférait coopération. Moi, dans le collaboration, j'aime bien le côté co-labor, le travail ensemble, puisque la particularité de cet atelier, c'est de faire travailler déjà les étudiants ensemble, en binôme, puis en équipe, puis en collectif, dans le sens inverse, et avec des étudiants de l'ENGES, donc de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, qui sont donc des formations d'ingénieurs, qui
qui sont des étudiants de dernière année qui se joignent à cet atelier. Donc il y a dans le déroulement aussi beaucoup de moments de discussion, d'échange et de collaboration et de coopération. Il y a des moments aussi logistiques où on part présenter les travaux sur site. Voilà une petite exposition improvisée ici sur la place de l'Étoile en attendant le bus qui nous emmenait à Niederbronn-les-Bains. Et des moments de présentation et le plus possible, généralement mensuels, avec les élus, les techniciens des communes, quand l'occasion s'y prête également d'autres institutions, comme le Parc naturel des Vosges du Nord, par exemple, ou le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle. Donc ce sont aussi des moments de présentation et d'inscription dans un terrain humain aussi et politique. Et voilà un petit peu la dia finale où on a un directeur d'école d'architecture ravi, Madame le maire de Niederbronn-les-Bains aussi contente, les enseignants, des gens du parc naturel des Vosges du Nord, Noémie reconnaît les photos, des ingénieurs, des futurs architectes, au moment d'une exposition qui est le moment, le moment un peu festif et final de chaque atelier, qui est aussi un peu le signe que l'atelier a contribué de manière positive à la vie de la commune, et c'est le moment aussi la commune finalement nous donne une plateforme à ces travaux qui sont des travaux d'étudiants mais qui ont une qualité quasi professionnelle, je dirais. Et puis dernière image, les DNA qui de temps en temps nous accompagnent et nous font un peu de la publicité locale. Donc voilà, ça c'était un peu pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe un peu sur ces 6 mois d'atelier. Avant d'arriver un petit peu au cœur du sujet, qui est qu'est-ce que c'est cet atelier. Alors il a fêté ses 7 ans, donc il commence à sortir de l'enfance. Il a un peu changé de nom au cours des époques, il s'est appelé Ville Eau Paysage, puis seulement on s'est dit que l'eau c'était plus important que la ville, en tout cas c'était peut-être ça qu'il fallait mettre en premier. Et puis il avait 4 objectifs principaux. D'abord que c'était une formation qu'on voulait adapter aux enjeux de demain, puisqu'on forme évidemment des professionnels qui démarrent une carrière qu'on espère longue et fructueuse. Donc on essaye aussi en tant qu'enseignant-chercheur, malgré notre grand âge, de se projeter sur les enjeux du futur. On voulait offrir une expérience de l'interdisciplinarité, ce qui m'a semblé moi toujours dans ma pratique d'architecte, puis d'urbaniste et puis de paysagiste, ayant moi-même un peu franchi un peu ces frontières-là et ayant travaillé avec beaucoup d'autres disciplines, il me semblait essentiel aussi d'amener cette interdisciplinarité dans l'école. Le deuxième enjeu, c'était de découvrir par la pratique la relation au maître d'ouvrage, qui est quelque chose qui paraît très abstrait quand on est face à un enseignant, mais qui demande une toute autre attitude et un tout autre savoir communicant et relationnel. Et puis d'ouvrir une fenêtre sur l'architecture du paysage dans une école d'architecture, ce qui est évidemment aussi une question ouverte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut faire un pas en arrière? Et ça, je serais tout à fait intéressé à en discuter avec vous après la présentation. Alors l'exercice de regard sur le futur, c'est quel défi sur le futur? La question de l'eau, évidemment, question de demain. Question d'aujourd'hui, déjà, on a à peu près 10 millions de logements en France qui sont exposés à des risques hydrologiques, soit des risques de submersion ou de coulée de boue en tout genre. Donc 10 millions de logements, ça fait beaucoup. Ça fait une bonne partie du parc français. Donc c'est clairement un sujet d'aujourd'hui et de demain. Je ne m'étalerai pas sur les conséquences du dérèglement climatique. Je pense qu'on les a tous en tête. Donc ça, c'était évidemment un sujet à aborder. C'était aussi un sujet à aborder en Alsace, puisque l'Alsace fait face à des coups de chaud et à des coups d'eau, comme l'avait si bien résumé un des techniciens de la commune de Villers. Donc c'est un sujet actuel. La question de l'expérience de l'interdisciplinarité, donc ça on l'organise en invitant 4 étudiants ingénieurs à venir travailler avec 16 étudiants architectes pour former des équipes interdisciplinaires. Donc c'est le deuxième sujet. La formation au dialogue, c'est qu'on organise donc tous les mois à peu près des rencontres avec les élus des communes et les techniciens pour qu'il y ait cette confrontation. Et puis c'est aussi d'apprendre à diffuser, mais aussi à négocier, c'est-à-dire d'apprendre à proposer des choses et à pas les imposer, ce qui est des fois un petit peu toujours la vision
qui circule un petit peu encore dans les écoles d'architecture de l'architecte Démiurge qui vient finalement poser sa volonté, tous peut-être encore en image, ces photos qui circulaient du doigt de Rem Koolhaas, comme ça, qui manipulait les maquettes, comme ça, la main divine qui venait transformer la ville. On essaye d'être sur notre culture. C'est des fois une culture plus complexe à appréhender, mais plus riche aussi en relationnel. Et puis la question d'emmener les étudiants architectes ingénieurs sur le terrain du paysagiste, c'est évidemment pas l'enjeu, c'est pas l'ambition d'égaler les paysagistes en 6 mois, c'est pas l'ambition de transformer les architectes en paysagistes en 6 mois, mais c'est une tentative d'ouvrir cette limite-là de manière à ce qu'il y ait une compréhension et un intérêt mutuel et peut-être l'envie de travailler les uns avec les autres, peut-être aussi susciter des vocations chez des étudiants architectes un jour, d'aller ouvrir, compléter leur formation à Blois peut-être avec une formation de paysagiste, mais c'est d'ouvrir cette fenêtre-là. C'est aussi d'ouvrir l'ANSAS à des paysagistes enseignants, puisque dans l'atelier, il y a eu beaucoup de paysagistes qui sont intervenus. Il y a eu Maud Caron qui est intervenue à l'ANSAS. Dans l'atelier, il y a eu Michel Fox, il y a eu Catherine Linder, il y a eu Marie Anthony, il y a Bénédicte Mitten qui est là ce soir. Donc c'est aussi ouvrir les portes de l'école d'architecture à des architectes. Alors pourquoi Niederbronn-les-Bains ? Niederbronn-les-Bains, jolie commune alsacienne, modèle, joyau touristique des Vosges du Nord. Ça, c'est le verso de la carte postale. Et c'est le Falkenstadebach, très joli torrent sauvage des Vosges du Nord qui traverse ici une friche privée à l'abandon. La commune ne veut pas s'intéresser à un espace privé. Le propriétaire se désintéresse de sa parcelle. Lui habite à des milliers de kilomètres de là. Donc on a une situation assez classique finalement de ceci ne nous regarde pas. Et pourtant on est quelques kilomètres en amont de Niederbronn. L'autre paradoxe de Niederbronn-les-Bains, c'est que c'est donc la ville de l'eau. Dans Niederbronn, il y a Bronn, il y a les bains, il y a les thermes romains, il y a les sources celtiques. Gabriel a si bien magnifié dans son projet juste en amont de la ville. Et puis en même temps, il y a aussi des déchets sauvages. Il y a aussi un cours d'eau qui est busé, qui est enterré à certains endroits, qui se comble. Il y a des seaux qui font que la continuité biologique est complètement interrompue à plusieurs endroits. Il y a des risques de débordement, il y a des risques de coulée de boue. Donc on est en fait sur une situation hydraulique qui est tout en permanence entre la carte postale et à la limite de la dégradation définitive. Et c'est justement sur cette situation-là qu'il était intéressant de venir travailler. Et puis il y a aussi cet urbanisme hérité des 50-60 dernières années que les étudiants ont très bien quantifié et très bien résumé en disant en fait Niederbronn a grandi de 300%. La surface urbanisée de Niederbronn a grandi de 300%, la population est restée la même. Sauf que la consommation spatiale a été multipliée par 3 par personne. Et ça donne des espaces aussi arides et aussi déserts biologiquement et aussi imperméables que les parkings immenses pour que tout le monde puisse venir en voiture au travail. Ça donne des cours d'école que moi j'appelle des planchas, c'est-à-dire c'est là qu'on fait griller les enfants, 1 heure de chaque côté, et après ils sont bien calmés. Et puis ça donne un territoire que l'eau organise, mais qui n'a pas d'une certaine manière encore pris conscience de son squelette, qui ne voit encore l'eau que par des petits éléments que sont les thermes, les bains, les sources. Or, ce qu'il s'est agi de faire ressortir, c'est cette continuité, cette cohérence, et donc d'organiser de manière assez naturelle, assez spontanée, l'atelier par équipe, et de retrouver des logiques de site, des logiques géographiques, qui fait qu'on a eu 4 équipes qui se sont formées donc assez spontanément sur l'amont, l'aval, la confluence et les hauteurs. Et le nom de chaque secteur dit bien à chaque fois la problématique qui en ressort. Je ne vais pas vous présenter tout le programme et tout le projet et tout l'article, je pense que c'est plutôt une invitation à le lire plus loin. Je vous montre un petit dessin, on a l'auteur du dessin en plus qui est ici, qui pourra vous en parler éventuellement, Antonin. Donc ça c'est la fameuse friche Bloch dont je vous ai montré une image plus haut. Là aussi c'est la liberté de l'étudiant, c'est d'aller s'intéresser à un élément de programme qui n'est pas dans le programme, qui est s'intéresser à du privé. Et cette liberté-là, elle a aussi de la valeur pour la commune, qui n'aurait évidemment jamais lancé d'études sur un terrain privé, mais qui était fortement intéressée à ces propositions. Donc ici, on avait une friche industrielle, un territoire en déprise économique, et en même temps une économie qui laisse derrière elle une situation dégradée, des bâtiments qui petit à petit s'écroulent, mais dont le squelette tient encore debout.
Les restes d'une voie ferrée qui reliait Beach il y a longtemps, qui n'est aujourd'hui qu'une réserve foncière au cas où, peut-être un jour. Donc on est sur plein de possibles et de potentiels. Et il s'agit en fait de révéler tout ce potentiel et surtout de les accorder. Et c'est là que la question du partage, évidemment, est là. C'est-à-dire qu'on est à la fois ici sur un programme de renaturation du Falkensteiner-Bach après un siècle et demi d'artificialisation, de busage de canalisation. On est sur un projet de meilleure gestion des crues avec la création d'une zone inondable qui permet de retenir un gros volume d'eau pluviale avant la traversée de Niederbronn. On est sur un projet de revitalisation économique et sur un projet de réouverture au public de cette porte des Vosges avec un projet de redéveloppement touristique. Donc on est typiquement sur ce qu'on essaye de faire dans cet atelier, qui est d'être à la fois apprenti paysagiste, apprenti promoteur, apprenti urbaniste, en essayant d'oublier un petit peu les frontières qui font que souvent les projets restent dans un silo, et du coup on la fragilité de projets qui n'intéressent qu'un secteur. Voilà. Donc ça c'est un projet que je montre parce que c'est évidemment un des meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'attaché à ce projet, derrière ce projet, il y a ça aussi. Et ça, c'est ce qu'importe aussi le travail de l'ingénieur, c'est que derrière ce dessin-là, qui est un dessin sensible, spatialisé, il y a aussi des calculs de capacité de stockage, il y a des calculs de capacité de stockage en fonction de différents scénarios, en fonction de différentes périodes de retour de crue, de 5 ans, 10 ans ou 100 ans. Donc on est aussi sur des choses qui sont quantifiées, qui sont vérifiés, qui sont testés, qui sont amendés, corrigés. Donc on est sur un vrai travail itératif entre l'ingénieur et le paysagiste. Ce qui n'empêche pas un travail sensible, un travail de récit, puisqu'après, évidemment, l'enjeu, c'est aussi ce travail de conception, de le faire réatterrir dans une lecture de l'espace continu, dans une lecture de l'habitant aussi, donc qui peut se traduire des fois par un travail de bande dessinée, comme ici donc pour Niederbronn, toujours. Et ce qui n'empêche pas non plus de faire aussi de l'architecture et d'arriver jusqu'à la question du bâtiment, avec ici la transformation d'une ancienne école désaffectée en médiathèque. C'est un programme, là, pour le coup, suggéré par la commune, et qui est à la fois un projet de transformation du bâtiment, mais aussi de réouverture d'un bâtiment qui était posé assez magistralement au bord du ruisseau, mais avec un parking devant, sur le bord du ruisseau. Donc on voit qu'il s'agit là aussi d'ouvrir le regard et de dégager l'espace, donc de réinstaller des relations entre le bâtiment et le paysage. Donc je voudrais dire que voilà, tout ça c'est pour conclure. Donc c'est un atelier qui a 7 ans cette année, donc c'est à la fois jeune et vieux. C'est vieux dans le sens où il commence à avoir de la bouteille et je veux dire qu'on est un peu moins dans le bricolage chaque année. L'assemblage de 2 écoles, c'est jamais facile. Ça veut dire qu'on assemble aussi 2 administrations, 2 programmes, 2 équipes, etc. Mais ça fonctionne. On a un partenaire maintenant régulier qui est le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle, qui ce matin encore a donné une présentation d'une demi-heure sur la technique de gestion de l'eau à la parcelle, qui a accompagné les étudiants dans les TD. Et ça, c'est un beau cadeau qui nous est pas tombé dessus. Je suis allé le chercher quand même, mais c'est un beau cadeau, c'est de voir que les acteurs de l'eau s'intéressent aussi à ce que font les architectes et à ce que font les concepteurs du territoire, et de plus en plus en amont, le plus en amont possible, donc jusqu'aux études. Et que voilà, l'heure aujourd'hui, pour cet atelier, c'est un peu de communiquer, de faire son coming out et d'intéresser un maximum de gens et d'institutions autour de cette initiative, qui, pour moi, finalement, et pour beaucoup de gens aussi côté NGES, devrait être plus qu'une petite capsule, qu'un petit projet qui devrait être un petit peu le cœur de nos métiers, qui est de faire travailler les différentes disciplines ensemble dans un but commun et ancré dans un territoire bien vivant, quoi. Voilà, je finirai là-dessus et je suis évidemment à votre disposition pour en parler. Oui, voilà, ce qu'on vous propose justement, c'est d'utiliser un premier temps de peut-être 15 minutes comme ça, ou plus s'il faut, pour échanger autour de ce numéro-là, justement, et de ce que Frédéric vient de présenter, pour pas que ce soit tout mettre en même temps, et après avoir un deuxième petit temps et dernier de présentation de ma part, et de nouveau des questions encore. Donc on a un petit peu le temps, on est plutôt bien. Il nous reste 3 quarts d'heure pour tout ça, et voilà, si quelqu'un a envie de se lancer, ou n'hésitez pas, ça peut être des questions très très pratiques et très concrètes sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de développer, parce que forcément c'est toujours sélectif. Alors moi j'en ai une question. Du coup, dans le cadre de l'atelier, est-ce que avec les étudiants, comment se fait de façon pratico-pratique le partenariat entre les étudiants ingénieurs et les architectes? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous restez à une échelle
territoriale, un peu de planification, où est-ce que vous rentrez dans des projets presque opérationnels? Enfin, voilà. Alors sur l'organisation, en fait, on a pris, comme on n'avait pas les moyens de créer un format pédagogique original, on est resté dans les grilles des deux écoles et on a réussi à emboîter le format atelier de projet côté école d'architecture et le format projet tutoré côté NGES, qui est normalement une forme de stage qualifiant pour les étudiants de l'NGES. Et donc en fait, dans tous ces stages, ce sont généralement des grandes entreprises qui proposent un sujet, comme ça se fait un peu dans les écoles de paysage, je crois. C'est plus des collectivités plus que des collectivités, voilà. L'NGES, c'est plutôt des entreprises, mais il y a les deux, disons. Et là, en fait, c'est l'ENSAS qui propose un atelier tutoré qui est venez travailler avec des architectes. Et on recrute 4 étudiants côté NGES, qui est beaucoup, en fait, par rapport à l'effectif de l'NGES, qui est assez faible. Et en fait, on a pas mal de demandes, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'ingénieurs côté NGES qui sont demandeurs d'aller travailler avec des étudiants architectes qui s'intéressent à ça. Et les deux choses, on arrive à les emboîter plus ou moins, parce qu'on n'a pas les mêmes volumes horaires, etc. Mais en tout cas, on s'assure que les jours de rendu soient communs, de manière à ce que les équipes pluridisciplinaires présentent ensemble. Et après, les moments de travail, il y en a peu, mais il y en a beaucoup, je dirais, en dehors des horaires. C'est-à-dire qu'après, je sais pas, email, WhatsApp, tout ce que vous pouvez imaginer de travail à distance. Et ça, c'est aux étudiants aussi de travailler en autonomie, sachant que ce sont des étudiants de dernière année ou avant-dernière année des deux côtés, donc ils sont déjà très autonomes, quoi. Après, sur le niveau de définition, là, on est à l'échelle, en fait, voilà, ce que je montrais là, c'est effectivement plutôt des grandes échelles, mais ce projet-là est allé jusqu'à une définition encore plus précise que ça, et quantifiée donc sur le plan hydraulique, voire même pour certains projets chiffrés, parce que ça fait partie aussi de la formation des étudiants de l'ENGES, de chiffrer des projets, ce dont je suis un peu jaloux d'ailleurs, parce qu'à l'ENSAS, l'argent ne compte pas, c'est pas un sujet. On a toujours les poches pleines à l'ENSAS. Les ingénieurs sont un peu plus pragmatiques. Donc il y a un niveau de définition assez précis qui va jusqu'au profil de nous, qui va jusqu'au profil de rue, jusqu'au projet de bâtiment. Justement, en rebondissant là-dessus, est-ce qu'il arrive qu'une collectivité ou même un particulier passe commande, ou est-ce que ça reste au stade du projet dans les ateliers, ou est-ce qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des étudiants, même en fin de parcours, qui décrochent un contrat, disons? Ou est-ce que les parties, les autres, en fait, est-ce qu'ils auraient le droit aussi de passer commande? Ou est-ce qu'après ce projet-là, c'est toujours quelqu'un d'autre qui est déjà établi, qui rafle tout, entre guillemets? Oui, on est un peu sur le fil. On est un peu sur le fil sur ce sujet, dans le sens où clairement, on est une école, donc l'objectif, c'est pas de prendre le travail des professionnels et de le faire à bas prix. Il ne s'agit pas de... Donc je pense que cet atelier, d'une certaine manière, il intéresse des collectivités sur des sujets qu'ils n'avaient pas eux-mêmes suscités. Donc, il génère de la commande. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, c'est-à-dire de leur montrer qu'on peut ouvrir des possibles, leur offrir une palette de solutions, de possibilités qui leur donnent envie d'engager après des études. Après, c'est clair que tout ce qui a été fait dans l'atelier sert aux réflexions et nourrit les travaux des concepteurs qui auront la commande. Dans quelle mesure les concepteurs font appel aux anciens étudiants, ça, en fait, malheureusement, je n'ai pas de suivi. Et je crois que vous êtes sorti un peu trop... Vous êtes encore trop frais, pas encore diplômé, pour me dire si ça a été le cas. Mais je sais que, par exemple, il y a eu plusieurs sites où il y avait déjà des questionnements sur ce... Mais il n'y a jamais eu de commande directe. Et c'est vrai que c'est un fil un peu, des fois un peu difficile à tenir, parce que des fois, il y a des communes qui nous diraient... faites-nous le projet, faites-le bien, faites-le précis, qu'on puisse directement lancer un appel d'offres quasiment. Et là, je suis obligé de freiner un peu en disant... Ça pose la question de ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, et d'aller dans des endroits, ce qui est peut-être le cas effectivement de ces sites-là, où finalement il n'y a pas forcément de maîtrise d'ouvrage très constituée ou très alerte sur tous ces sujets-là, mais ça peut donner des idées. Nous, en l'occurrence, à Blois, je crois que c'est arrivé très très rarement, mais c'est arrivé que... Alors, c'est dans un cas assez précis qui est le quai d'Ouistreham au Havre.
l'étudiant avait dessiné ça comme projet de fin d'études. Alors, est-ce qu'il savait déjà qu'il allait avoir une commande ou pas? Mais il s'est trouvé ensuite à travailler chez un paysagiste. Bon, Michel Desvignes, en l'occurrence, c'est pas un petit paysagiste, mais il a fait son projet en vrai, quoi. Mais il l'a refait quand même. Enfin, je veux dire, le projet qu'on fait dans les écoles n'est pas destiné à être... ça part pas pour un chantier. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein de niveaux intermédiaires. On peut imaginer d'inspiration, peut-être voilà, en amont en tout cas d'une vraie commande. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il va se poser peut-être de plus en plus, de certaine manière, à certaines comment dire, injonctions qu'on reçoit, on pourrait dire, en tant qu'institution publique, d'aller davantage vers aussi voilà, des formes de financement de nos propres pratiques pédagogiques. Donc voilà, c'est une ligne ténue, mais qui peut être à la fois de l'intérêt général et du partage de compétences, et voilà, mais qui nous on tient. Enfin, ce que tu as dit, on peut le dire aussi pour Blois, c'est d'abord des critères pédagogiques qui font qu'une commande qui arriverait, enfin un semblant de commande, une commande de convention, on appelle ça, elle est de toute façon reformulée par les enseignants de projet, les paysagistes qui enseignent chez nous, quoi. Oui. En 7 ans d'atelier, vous avez un peu... c'est un atelier qui prend de l'ampleur, hein, qui intéresse de plus en plus les mêmes architectes, ou ça se stagne. Et puis, est-ce que vous savez si dans leur pratique, après, ça percole sur des changements de manière de pratiquer l'architecture, ou ça, vous n'avez pas trop... Alors, ça prend de l'ampleur au sens, enfin, en tout cas, c'est pas en volume, parce que justement, ça ne fonctionne que si on est peu nombreux, parce qu'en face de nous, on a peu d'ingénieurs, donc pour qu'il y ait collaboration, coopération, il faut qu'il y ait un équilibre à peu près tenu. Ça a du succès clairement, au sens où, à ma grande surprise, je fais partie des ateliers les plus demandés à l'ENSAS. Donc on pourrait dire qu'en école d'architecture, c'est a priori pas le sujet le plus... donc ça, c'est plutôt voilà, un sujet de satisfaction. Sur la suite, j'ai malheureusement très peu de visibilité, parce que là-dessus, on n'a pas... l'école elle-même ne suit très mal, ou très peu, ses étudiants. Et moi, je ne garde pas de contact. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais effectivement pouvoir savoir s'il y a des trajectoires après qui profitent, qui capitalisent vraiment sur cette expérience. Je pense que côté NGES, il y a clairement des étudiants qui découvrent en fait le projet urbain et le projet paysager. Et là, j'ai ouï dire de gens effectivement qui allaient travailler après justement dans ce secteur-là, parce qu'ils avaient découvert un secteur qui les intéressait beaucoup et qui s'épanouissent après dans ces filières-là. Donc c'est aussi dans ce sens-là. Mais j'aimerais beaucoup avoir les outils de suivi. D'autant que, et ça c'est un peu pour moi l'éléphant dans le salon, la question c'est aussi, on n'a pas de formation au paysage dans le Grand Est, tout le monde le sait ici. La formation la plus proche du Grand Est, c'est Versailles. Qui est à l'ouest en plus. Qui est très à l'ouest du Grand Est. et que je pense, voilà, je pense que c'est plutôt professionnel de me le dire, mais je pense qu'il y a aussi une logique à former des gens aussi dans notre région. C'est clair, oui. On travaille avec des architectes. Mmh. On est plus amené à travailler ici en tant que professionnel paysagiste avec des architectes qui ont cette ouverture, qui bénéficient de cette ouverture. Mmh. Quand vous recrutez des... Un petit peu, ouais, oui. Ouais. Oui. Des architectes. Oui, puisqu'on sait que les études, c'est aussi un moment d'enracinement dans une région, et que personne ne s'enracine en Alsace parce qu'il n'y a pas de formation. Oui, mais je dirais, je suis prêt à faire circuler une pétition dès ce soir, si vous voulez. Ça se fait pas tout seul, c'est de la coopération aussi. Bruno, tu... Ouais, juste pour témoigner un petit peu, effectivement, parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on se pose aussi dans l'autre école, hein, puisqu'il y a un peu une posture, enfin, j'ai la posture symétrique dans l'école de l'INSA à Strasbourg. Donc, et je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, avec ces intégrations du paysage dans
dans l'architecture, c'est ce changement d'interlocution en termes d'échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les écoles d'architecture sont en train de travailler à des parcours hybrides, complexifiés, notamment avec les écoles d'ingénierie, en fabriquant des doubles cursus, etc. Et en fait, l'ingénierie territoriale échappe aujourd'hui énormément à cette perspective au niveau des écoles d'archi. Et je trouve que là, par exemple, à Strasbourg, on a un site extraordinaire parce qu'on a aussi Sciences Po et que ce serait quand même sacrément intéressant de travailler L'ENA, avec eux. Pourquoi pas l'ENA si on pousse un peu. Non, parce que voilà, donc à un moment donné, la question de la maîtrise d'ouvrage peut être très présente. On a quand même une culture d'aménagement, là pour le coup, de maîtrise d'ouvrage qui se cultive depuis longtemps et qui a une forte expérience sur les questions de mobilité, d'intermobilité, etc. Donc cette ingénierie, elle est présente ici sur le territoire. Et effectivement, je trouve que c'est... alors, je ne sais pas si la question, c'est effectivement la présence d'une école de paysage à Strasbourg ou pas, ou dans le Grand Est, mais c'est effectivement de réussir à fabriquer ces logiques d'interaction beaucoup plus fortes, au moins en second cycle. Et ça, on a une donne assez formidable sur le Grand Est, avec les écoles et avec ces champs d'apprentissage qui sont quand même sous la main, et je suis assez sûr que c'est jouable. Oui, effectivement. On en parle d'ailleurs souvent un peu d'un master. Et je pense qu'effectivement, il ne faut peut-être pas focaliser sur la question d'une école de paysage, mais d'une formation au paysage. Est-ce que ça doit être une école ou faire travailler des écoles ensemble? Je pense que tout est possible. On peut penser à beaucoup de combinaisons possibles. Après, le site strasbourgeois, ce que je trouve intéressant, au début, on travaillait beaucoup avec cet atelier sur l'Europe métropole de Strasbourg, pour des raisons un peu pratiques. Il y a des tas de sites intéressants, surtout dans la Grande Couronne, où l'eau est omniprésente. Et puis en fait, assez vite, je suis allé m'intéresser à des petites villes. D'une part parce que c'est justement, si on se projette un peu dans l'avenir, le souhait d'habitat des Français, c'est pas les métropoles, paradoxalement. Ils sont dans les métropoles parce que le travail est dans les métropoles. Mais en fait, l'habitat idéal en France, en tout cas de la majorité des Français, c'est la ville moyenne, c'est la ville près de la nature. Et que c'est justement aussi dans ces situations-là qu'on a des frottements, mais en même temps des relations qui peuvent encore bouger beaucoup. Et on construit beaucoup dans les petites villes alsaciennes, énormément. Je pense que tous les gens qui connaissent Sélestat, Rosheim, tous ces coins-là me diront pas, même Wissembourg. Enfin, c'est là qu'il y a aussi de la ville qui est en train de se créer et qui pour l'instant échappe un petit peu aussi aux concepteurs parce qu'elle est un peu loin du radar des urbanistes et des architectes. Et puis aussi parce que c'est les petites communes qui n'ont pas d'urbanistes dans leur équipe. Du coup, la question du site, je trouve qu'elle se pose aussi de manière assez intéressante dans le Grand Est et en Alsace en particulier, parce qu'on est sur une urbanité très éclatée, mais du coup qui n'est pas dans une logique de concentration, mais plutôt dans une logique... C'est ce qui est aussi décrit dans le très bon article de Frédéric. Au début, il y a une sorte de présentation un peu du territoire, finalement, pour des gens qui parfois ne connaissent pas, n'ont pas la chance de connaître l'Alsace, comme certains lecteurs de la revue. Et effectivement, c'est précieux parce que c'est aussi des questions de contexte et d'articulation d'échelle, quoi, toujours. Enfin, pour reprendre ce que tu disais. Et avant de parler effectivement d'ingénierie, même territoriale, il y a la compréhension du territoire. Donc c'est aussi de la géographie, tout simplement, qui peut faire les ponts. À condition d'être effectivement articulé aussi avec une forme d'action collective, d'où la question du partage. Et ça reflète aussi un peu, je trouve, je pense l'implantation des professionnels aussi en Alsace, c'est que autant à Paris, vous avez à peu près 80% de la population de paysagistes dans le 11e arrondissement, on a une sorte d'hypercentralisme. Un habitat particulier, une sorte de noyautage absolu. Autant en Alsace, on a une sorte de diffusion assez éclatée, mais du coup qui couvre vraiment des tas de situations très différentes. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité aussi. Je voulais intervenir. Je trouve ça très étonnant parce qu'il se trouve que je suis dans le CA de l'ANSAS
et qu'effectivement, je suis toujours à côté du directeur de l'ANGES et à côté du directeur de Sciences Po. Et je trouve ça étonnant que ça fonctionne au niveau du CA et qu'il n'y ait pas de répercussions. Effectivement, enfin, je vous écoute là, parce que je me dis, pourquoi est-ce que ça ne va pas plus loin dans la proposition de projet ensemble, alors que visiblement, le directeur Philippe Sirène espérait faire entrer effectivement le paysage, mais aussi les logiques de Sciences Po à l'intérieur de l'ANSAS. Alors ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, comme je m'occupe aussi de la Maison européenne de l'architecture et qu'on travaille sur le Rhin supérieur tout le temps, on vient de fêter nos 25 ans sur la question de comment habiter le Rhin supérieur en 2050. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble, aussi au niveau du grand public, non? Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une médiation à faire? C'est un peu provocateur, là. Non, mais on parle d'un projet éditorial, par exemple, donc ça contribue à ça. Hein, le fait de pouvoir diffuser des pratiques qui sont à l'intérieur des écoles, mais qui sont en fait, de ces écoles qui jouent hors les murs. Hein, d'ailleurs, c'est le nom d'un dispositif des PNR qui s'appelle les ateliers hors les murs. Il y aura là-dessus les 11-12 décembre prochains des rencontres à Nancy, pas très loin. Puisque c'est aussi un dispositif qui est conçu avec des collectivités, donc effectivement avec le grand public de fait. Enfin, le paysage n'est pas une question qui peut être juste entre les mains de techniciens. Il en faut, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds dans le sens que toi tu souhaiterais répondre, Frédéric. Donc, je te laisse la parole. Bon, à un autre niveau, effectivement, sur le conseil d'administration de l'ENSA, c'est que Philippe Sirène a été un grand soutien continu et vraiment très précieux. Philippe Sirène est parti. On attend un nouveau directeur. Je suis là depuis 7 ans. Je crois que je verrai mon 4e ou 5e directeur. Et ça n'a rien à voir avec la qualité des directeurs, ça a à voir aussi avec leur capacité à s'inscrire dans la durée. Voilà, c'est aussi bête et pragmatique que ça. Il faut des gens, si on veut faire émerger un projet. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je reste à ma petite échelle et d'une certaine manière, je me protège un petit peu parce que si je veux que ça dure, il faut un peu que je me protège aussi des va-et-vient qu'il y a au-dessus de moi et autour. En même temps, sans m'enfermer, parce que je pense que j'aimerais aussi, et je pense que c'est aussi une petite capsule qui pourrait s'épanouir. Parce qu'on en débat à l'intérieur de la maison d'architecture, par exemple, puisqu'on fait rentrer maintenant quelqu'un comme Philippe Denkinger, c'est-à-dire aussi un paysagiste allemand. Donc c'est un moment où on a un débat en ce sens. Ouais. Et effectivement, sur le transfrontalier, avec Bruno, on fait de la recherche sur les espaces portuaires depuis pas mal d'années. On a sorti un atlas bilingue avec des cartes des deux côtés du Rhin, ce qui arrive très très peu. On allait travailler avec la Hochschule de Kiel, donc on essaye là aussi d'aller travailler effectivement avec les voisins d'Outre-Rhin et puis peut-être un jour d'Outre-Vosges aussi, les autres voisins. Mais on essaye un peu d'élargir le focus. Et ouais, avec tout ça, et toutes ces qualités dans ce territoire et toutes ces écoles et toutes ces réflexions, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas d'école de paysage qui pourrait, parce que le paysage c'est une notion très transversale, regrouper toutes ces énergies, ou en tout cas les canaliser ou les fédérer autour d'un pôle et d'une notion qui est essentielle, quoi. Oui. Et qui vient relier et donner du sens à beaucoup d'autres disciplines. Et voilà, c'est quelque chose qui serait fort à faire exister. Mais après, et de visibiliser notre profession de paysagiste, puisqu'on a un vrai sujet quand même au niveau national. Enfin voilà, il y a toujours cette question, ça reste une profession assez peu connue, même si on a fait des progrès depuis 20 ans, mais il y a quand même cette question, une fois qu'on se retrouve entre nous, dans nos congrès, on s'auto-congratule, on est les gens les plus importants, on a des démarches transversales, mais... Ce qui est vrai, mais effectivement. Oui, c'est vrai, mais c'est... voilà, rentrer dans les politiques publiques... Non, mais peut-être ça démarre ce soir. C'est ça, peut-être c'est la question. Il y a une des choses qui se fait en partie par Blois qui peut peut-être vous intéresser. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Critique et Projets de Paysage, qui réunit des enseignants et des chercheurs et des chercheuses de toutes les écoles, en fait, qui ne sont pas très nombreuses, les écoles de paysage en France, et qui existe depuis maintenant 6-7 ans. Donc il y a eu les états généraux de la critique de projet
d'espace public à Blois il y a 2 ans. On peut tout écouter en ligne sur HAL. Et en fait, ça fait partie des enjeux, parce que le terme de critique parfois effraie un peu les professionnels, les concepteurs, mais en fait, on est quelques-uns à penser qu'il y a besoin d'une critique de paysage, des projets d'espace public. Il y a une critique d'architecture, il y a une critique de cinéma, il y a une critique littéraire, il y a une critique de musique, plus ou moins de qualité, mais il n'y a pas de critique de ce qu'on fait dans l'espace public, et notamment de critique de paysage, en fait. Il y a des revues un peu spécialisées, certes, pas tant que ça d'ailleurs. Et en fait, cet espace-là, il pourrait être intéressant pour rendre visible aussi un métier qui, effectivement, a à la fois des avantages et des inconvénients par rapport à le fait d'être parfois moins coûteux que ce qu'on voudrait paradoxalement, en fait, des projets on a parlé tout à l'heure d'économie du projet, on n'a pas parlé, on a mentionné la question de l'argent plutôt, mais il y a toute une question d'économie des projets, de leur temps, le temps long, le temps plus court, qui fait que ça passe peut-être un peu après d'autres projets plus visibles. On le voit à des échelles très variées, je trouve, à l'échelle de villes moyennes comme Blois. On va pouvoir mettre en scène certains projets toujours autour de questions de construire, éventuellement démolir d'abord, mais planter, végétaliser, tout ça devient quelque chose de plus diffus et finalement sur lequel on va pouvoir communiquer moins, parler moins et si possible, au fond, ne plus faire intervenir de concepteurs. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de critique, on pense. En tout cas, c'est une proposition comme ça que je lance aussi pour retendre une perche en disant il y a ces initiatives-là qui existent, qui sont relativement modestes, mais peut-être qu'il faut penser que c'est pas uniquement aux professionnels, au fond, tout seul, je pense, d'avoir ces démarches-là, mais en s'appuyant sur le réseau des écoles, où il y a la chance de côtoyer des professionnels et des autres professions, finalement, trouver des ressources du côté, alors que ce soit de la recherche, mais de la publication, de la question de la critique, qui sont, en fait, rendent plus démocratiques ces questions. Parce que c'est ça, en fait, aussi le souci, c'est que le paysage peut être perçu encore, je ne connais pas assez ici le Grand Est pour l'affirmer, mais comme, au fond, un problème plutôt élitiste, voire élitaire, voire une question de riche, quoi. Or, c'est à peu près tout le contraire, ce qu'on a essayé de présenter même rapidement le fait bien sentir. Mais c'est pas évident, en fait, pour tout le monde, sur le contraire. Le mot de paysage a pu aussi une histoire comme ça en France qui est pas... Je t'en prie, Bruno, vas-y. Oui, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette... Il y a quand même une vraie sclérose qui est qu'il n'y arrive pas à faire émerger finalement d'écoles du territoire. Parce qu'il y a d'un côté des écoles d'architecture qui parlent à partir du bâtiment, après tout, historiquement, et une corporation paysagiste qui, malgré une énorme visibilité, aujourd'hui, tous les grands projets d'urbanisme aujourd'hui en France sont portés par des paysagistes. C'est très très difficile pour un urbaniste d'être chef de file je veux dire, entre Jacqueline Hosty, chez Métoft et l'agence Terre, il y a une vraie, en tout cas peut-être que c'est en train de se rééquilibrer, mais il y a eu un moment où il n'y avait plus un grand projet urbain français qui sortait porté par des agences je veux dire, les grands prix de paysage ont été coup sur coup emportés par un certain nombre de paysagistes. Grand prix d'urbanisme, tu veux dire. D'urbanisme. Et je pense qu'à un moment donné, la question est moins de savoir qui va porter, mais vraiment de se dire, aujourd'hui, le territoire, ça implique effectivement des collaborations, un niveau de complexité, ça engage des ingénieries qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on mette cette question sur la table et qu'importe si c'est porté par Sciences Po, par les archis ou par les paysagistes. Mais par contre, il y a un vrai déficit de cette pensée d'école de territoire, d'une certaine manière. Et ça aussi dans les écoles d'architecture. C'est toujours une espèce de poche revolver qui décolle un peu au sein d'écoles qui ne sont pas construites pour ça. Et qui sont dirigées de très loin quand même, aussi. Oui, aussi. Donc, on est sur... Peut-être pour... oui, Romy, tu avais une question avant les... Oui, je parlais de tout autre part, mais je parlais vraiment du point de vue de la ruralité. Non, c'est vraiment plus... c'est dans la typologie des projets que les workshops traitent. Est-ce que vous traitez la Niederbronn, on l'a peu suivi, c'est quand même encore une ville, bon, c'est le nom de l'atelier, mais comme la vertu du paysage, c'est un médium qui permet de rentrer en communication
avec les habitants et de, tu vois, faire une culture commune, de faire monter un peu en compétence tout le monde. Est-ce que certains des workshops ont lieu sur des petites communes, des grappes de toutes petites communes dans des vallées, pour avoir un contact direct ensuite avec vraiment, dans une petite commune, on peut toucher presque tous les habitants, une restitution, et ça c'est quand même quelque chose qui est toujours assez intéressant. Alors c'est sûr qu'on ne va pas dépasser peut-être l'endroit de la commune, mais on a une petite montée en compétences. Donc, sur la typologie des projets, voilà, est-ce que ça reste vraiment ville, parce que c'est moins de l'atelier, ou est-ce que des fois on se pose la question, parce qu'en termes de démonstration, quand on est à l'échelle communale et que c'est une petite commune de 200 habitants, ou 2 communes dans une vallée, il y a un truc qui, tu vois, dans les schémas, dans ce qui est démontré, ça touche vraiment directement, parce qu'on localise sa maison, son jardin, et ça touche peut-être un plus grand nombre, à une plus petite échelle. Voilà, c'est ma question. Alors ça me met un petit peu en porte-à-faux, mais du coup, il y a une discussion que je préfère qu'on ait hors micro. C'est que j'habite un village dans lequel il vient d'avoir un atelier hors les murs. Mais du coup, que moi j'ai perçu en tant qu'habitant. Mais comme c'est une collègue qui est responsable d'atelier, je ne vais pas discuter, je ne vais pas lancer un débat pédagogique avec une collègue en son absence. Mais c'est une discussion que j'aimerais bien qu'on ait. Parce qu'effectivement, c'est un village de 200 habitants et une commune qui a 5 000 € sur son compte. Or, quand moi je forme des jeunes architectes, c'est à faire du projet où il y a un problème et un budget quand même. Le point de départ, c'est quand même ça qui fait tourner la profession, en tout cas pour ce qui est des agences, du côté des agences. Alors évidemment, ça ne couvre pas toutes les situations, et évidemment, il y a des tas de situations qui sont aussi intéressantes à petite échelle qu'à grande échelle. Mais c'est vrai que moi je me tiens un petit peu à cette fenêtre-là parce que c'est celle qui correspond le plus, disons, à la situation professionnelle qui va suivre. Et je suis toujours un peu gêné voilà, c'est un peu comme former nos étudiants à la recherche. C'est à la fois très important et en même temps on sait que des postes de chercheurs, il y en aura 3 cette année, peut-être 2 l'année prochaine. Donc c'est aussi des choses il faut être aussi assez juste sur ce qu'on propose aux étudiants et pas trop se faire d'illusions sur le vrai marché qu'il y a derrière. C'est peut-être une réponse un peu pragmatico-pragmatique, mais... Mais ça pourrait être à l'échelle, tu vois, ça peut être plusieurs villages dans une vallée, du coup, il y a un effet qui pourrait quand même enclencher des travaux, oui. Parce que je trouve que ça vraiment, à l'ère de l'adaptation au changement climatique, des enjeux qui sont souvent peu perceptibles, ça c'est des chiffres qui ne sont pas palpables. Là, on a l'avantage d'avoir une démarche qui montre des choses qui sont visibles. Alors, on l'a fait à l'échelle de la communauté de communes de la vallée de Villers. C'était une superbe expérience où là, de mémoire, on avait 12 communes et on avait donc 6 groupes de travail qui sont partis chacun dans un vallon, qui ont remonté les vallons littéralement et qui ont proposé des chapelets de projets. Et où là, on arrivait effectivement à des projets d'une grange en cœur de village, un ancien moulin. On arrivait à ce niveau effectivement de finesse, mais avec quand même une vision commune et une infrastructure commune qui était la communauté de communes. Avec du coup la capacité à accueillir ces propositions et à les relier entre elles. Et ça, c'était vraiment une des plus belles expériences de cette série d'ateliers. C'était dans la vallée de Villers, quoi. Parce qu'il y avait ces 2 échelles qui étaient bien emboîtées. Le village seul, ça me paraît être compliqué, mais à suivre. Peut-être comme l'heure tourne, si vous êtes d'accord, parce qu'il reste après 15 minutes sur le temps qu'on s'était donné, on peut changer un tout petit peu de contexte, mais c'est en fait les questions qu'on a abordées là de complexité, de territoire. Je me donne pour objectif de vous convaincre qu'on en parle dans ce livre, qui est un gros livre, merci beaucoup Frédéric, qui est un travail collectif qui a été entamé il y a maintenant 8 ans. L'ouvrage est sorti il y a exactement 1 an, le 28 novembre 2024. Il a été présenté dans une bonne quinzaine d'endroits, souvent dans des écoles d'architecture d'ailleurs. C'est la première fois que je l'associe avec la question du paysage. Mais en fait, puisqu'on parle de territoire, surtout depuis tout à l'heure, c'est assez approprié. Qu'est-ce que c'est que l'écologie humaine ? Donc, je ne vais évidemment pas détailler l'ensemble du sommaire, mais vous raconter en quelques mots, j'espère vous donner envie d'en savoir plus et d'ouvrir le livre, de quoi il est composé, son architecture générale. Avec l'écologie humaine, on parle vraiment de sciences sociales. Le titre du livre, c'est « Écologie humaine, une science sociale des milieux de vie », avec une couverture qui, justement, brouille un petit peu les pistes en termes de chronologie, parce que c'est un travail photographique de Raja Kohanian, un photographe qui était franco-arménien, qui a fait dans les années 80 une série qu'il a appelée Variations Chicago, en faisant des photos relevant, si on veut, de la street photographie, de la photographie de rue, mais en les recomposant dans une sorte de planche contact fictive, et avec cette tendance à l'abstraction que peut avoir un mur ou une palissade de chantier, pourquoi pas, qui vient abstraire le contexte, mais créer une sorte de mouvement de film, de dynamique qui peut s'approprier à de nombreux contextes justement urbains.
L'écologie humaine, elle a souvent été associée à la notion d'écologie urbaine, mais elle n'est pas seulement urbaine, justement. Il y a eu des travaux de cette écologie humaine aussi dans des contextes ruraux. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'écologie humaine? Où ça démarre? Le livre, son premier propos, en fait, c'est d'aller chercher l'occasion, finalement, d'un rendez-vous avec des praticiens, des personnes qui étaient à Bruxelles autour du Métrolab, c'est-à-dire en fait un énorme projet de recherche-action financé par l'Europe, qui se trouve être à Bruxelles, mais qui associait des urbanistes, des architectes, peut-être même qu'il y avait des paysagistes dans le lot, mais je ne veux pas dire de bêtises, et surtout des chercheurs et chercheuses en sciences sociales de différentes disciplines, qui pouvaient à la fois donc, aller chercher des sujets vraiment de coexistence dans l'espace public de certains quartiers urbains de l'agglomération de Bruxelles, et surtout s'intéresser de manière beaucoup plus fine que ce qu'on peut faire dans les contraintes habituelles, on va dire, d'un projet urbain, à cette complexité des processus de territorialisation. Voilà, pour dire ça comme ça. En 2017, on s'est retrouvé avec Daniel Sefai, donc qui est un peu le maître artisan de ce projet de livre, qui est donc sociologue et directeur d'études à la HESS, invité, lui et moi, donc c'était mon directeur de thèse, à venir parler à Bruxelles avec les responsables de ce projet-là. Et est née l'envie, donc vous pouvez trouver plus de détails dans la revue en ligne Pragmata, qui est en accès libre au sujet de cette recherche-action du Métrolab Bruxelles. C'est un article que vous pouvez télécharger qui s'appelle « Écologie des savoirs urbains », que son directeur, en 2020, donc 5 ans après le début du projet, avait proposé. Et on s'est aperçu, en tout cas lors de ce séminaire qu'on a fait autour de la notion d'écologie humaine à Bruxelles, qu'il y avait un certain nombre de malentendus sur cette notion-là. Justement, l'écologie, il y en a peut-être encore plus aujourd'hui d'ailleurs, et que ça valait le coup, c'était peut-être intéressant d'aller chercher en fait les sources de l'expression même d'écologie humaine, telle que nous, il nous semble intéressant de la proposer à un public francophone notamment, qui sont en fait du côté de Chicago, donc ville qui est revenue d'ailleurs dans l'actualité ces derniers temps, mais qui est un peu un des foyers de la sociologie urbaine et de la sociologie tout court, qui n'est pas du tout le seul foyer, mais qui est un foyer qui a pris une importance assez spectaculaire. Alors, pour des raisons évidemment liées au territoire même de la ville de Chicago, parce que si on commence à parler de territoire à propos de Chicago, et c'est ça qui est intéressant avec l'histoire environnementale et l'écologie humaine, au sens où je vais la définir, en fait, on s'élargit quasiment à l'échelle des États-Unis dans leur ensemble, voire au-delà. C'est-à-dire que c'est une des villes où s'est joué des questions pour aller vite, de mondialisation, d'industrialisation des processus. Et Chicago, qui était donc un nœud ferroviaire, il y a un ensemble de compétences, en fait, notamment industrielles, mais donc d'ingénieurs, aussi de financiers, c'est une grande ville du capitalisme mondial, a mis en place des processus dont nous héritons toujours aujourd'hui, sans forcément savoir que ça vient de là. Le fait de pouvoir justement, pour le dire vite, optimiser les interfaces entre des transports. Donc les trains arrivaient pleins de matières premières, bétail, les plus grands abattoirs du monde, les céréales, les minerais, le bois, et ils repartaient pleins de produits manufacturés, transformés. C'était une énorme usine, en fait, Chicago, qui littéralement avalait chaque jour des quantités astronomiques de ces matières premières, mais aussi exportait finalement à l'échelle d'un marché domestique les premières moissonneuses-batteuses, les textiles, les premières nourritures en conserve, les wagons réfrigérés, la viande, et ainsi de suite, des produits agricoles, des outils, des engrais, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, il se trouve que autour de 1925, donc il y a pile un siècle, s'est constitué ce qu'on a appelé après coup, en fait, l'école de Chicago en sociologie. Certaines ici connaissent peut-être l'école de Chicago en architecture, qui est plutôt antérieure de quelques décennies à cette dite école de Chicago en sociologie, qui associait, donc, dont les deux noms peut-être les plus célèbres sont Robert Park et Ernest Burgess. Donc ça, c'est une première anthologie en fait, de travaux qui mélange déjà des travaux d'étudiants, en tout cas certains étudiants, mais surtout c'est Park qui signe quasiment tout avec Burgess, et qui en fait essaye de montrer ce que ça pourrait vouloir dire que d'approcher une ville, la sociologie d'une ville, avec des outils écologiques. Alors, très synthétiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'aller transposer littéralement des concepts qui viennent de l'écologie végétale et animale, de l'écologie naturaliste, celle qui a hérité notamment de la biologie évolutionniste, de Darwin, et à titre au moins métaphorique, transposer ces concepts-là pour étudier les processus sociaux, les groupes sociaux, de manière spatiale. Vous voyez, vous pressentez peut-être, si vous découvrez cette idée-là, que ça peut donner lieu à des malentendus, justement, tout de suite des déformations, des choses trop littérales. Donc on a pu accuser ces gens justement de biologisme, de déterminisme, de dire mais il faut regarder les gens comme si c'est des animaux ou des plantes. C'est un peu plus subtil que ça. Et justement, on le voit derrière Burgess qui est souriant, cette carte est devenue très célèbre et le livre s'ouvre en fait. Je passe là-dessus avec la carte elle-même, reproduite
ici on la verra mieux, qui est la carte de référence, Social Base Map de Chicago, qui va associer en fait déjà des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'associer en termes de représentation. C'est là où ça peut intéresser aussi des gens du côté du paysage finalement, des éléments de description matérielle de l'espace avec des éléments qui ne relèvent pas justement de la description matérielle de l'espace, comme par exemple les gens. Concrètement, dans cette carte, on va avoir une légende qui associe, vous voyez, il y a parc, boulevard, cimetière, propriété industrielle, donc foncier industriel, et propriété ferroviaire, donc le foncier ferroviaire, mais qui va croiser ces données avec ce qu'ils appellent les groupes linguistiques. En fait, pour ne pas dire vraiment groupe ethnique, mais c'est un peu une idée justement qui est en discussion à l'époque, et c'est d'où le titre général qui va être de pouvoir faire figurer sur un même document les zones industrielles, les parcs, les réseaux de transport et les groupes linguistiques. Alors, en 2 mots, l'idée qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la quantité de ces zones industrielles et réseaux de transport qui occupent une énorme partie de la surface. Il faut imaginer le type de paysage que ça produit. Tout ce qui est en noir, en fait, c'est uniquement lié au réseau ferroviaire et donc aux différentes compagnies qui étaient toutes privées, bien sûr, mais en plus concurrentes les unes avec les autres éventuellement, qui occupaient littéralement l'espace et fragmentaient aussi l'ensemble de ces espaces pour les habitants. En gris, souvent, donc en gris foncé, au plus proche de ces zones ferroviaires, l'étendue immense aussi des zones industrielles, donc les plus grands abattoirs du monde à peu près, ici, les stockyards, et l'ensemble des industries sidérurgiques, de transformation, de production textile, de mise en conserve, de fabrication de maisons en kit, toutes sortes de choses qui ont contribué justement à cette fameuse conquête de l'Ouest. En gros, c'est l'envers du décor des westerns, quoi. Les cow-boys et qui conduisent les troupeaux montent dans les trains à un moment donné, et puis ils vont dans les usines, et puis ils ressortent sur un tapis, comme dans Tintin en Amérique. C'est un peu cette histoire-là qui est fascinante quand on s'y penche, qu'un historien environnemental comme William Cronon aux États-Unis a décrit de manière extraordinaire. Et donc, dans l'idée de l'écologie humaine, dans ces années 20 et 30, il y a l'idée de croiser ces questions matérielles qui ne posent pas dans les termes que je viens d'évoquer. Là, je les évoque anachroniquement depuis nos questions, finalement, mais de croiser quand même l'observation de ce que l'industrie fait à l'espace, pour le dire vite, avec les manières d'habiter l'espace. Et donc, les groupes qui sont cartographiés ici, j'ai encore un petit zoom de plus près pour se donner une idée, ça devient quelque chose d'assez étrange, voire de baroque pour nous, de dérangeant. Vous avez des périmètres comme ça qui sont tracés avec des inscriptions hongrois, polonais, juifs, italiens, nègres, negro, American, cosmopolitan, donc cosmopolite, italien à nouveau, juif, à l'intérieur des juifs, un petit enclave Dutch, donc hollandais. Et en fait, ce qui est assez fascinant si on regarde cette carte, c'est qu'elle vient contredire une des idées qui est associée à cette tradition de l'école de Chicago, que la ville serait une mosaïque avec au fond des frontières délimitées entre les communautés. Et au contraire, elle vient montrer qu'il y a des porosités et des chevauchements, voire des bulles qui contiennent d'autres bulles. Enfin, donc ça n'est pas une cartographie voyez, qui vient durcir comme justement un ensemble de ghettos. Il y a même des endroits qui sont nommés par moments ghettos, mais il y a une forme de recherche qui est fondée en fait en partie sur des recensements et des autodéclarations des populations, comme c'est toujours le cas aux États-Unis. Et l'objet de ces sociologues de Chicago, ça va être d'observer ces groupes sociaux avec une forme de distance et une forme de travail méthodologique inspiré par, c'est comme ça que s'ouvre l'introduction, l'écologie tout court, donc la science écologique. Je vais juste lire les 2 premières phrases, ce sera le plus simple. L'écologie est la science qui étudie les relations vitales entre les êtres vivants, végétaux, animaux, humains inclus, et leurs relations avec leur milieu de vie. Donc il y a déjà 2 niveaux, les relations entre les êtres vivants d'une même communauté biotique, comme on dit, et puis les relations avec les milieux qui, eux, sont inorganiques, organiques ou sociaux. Deuxième phrase, elle est aussi la science qui s'intéresse au processus d'adaptation réciproque, soit d'ajustement des organismes à leur milieu, et de modification de ces milieux par les organismes. Donc un processus qui va dans les 2 sens. Et elle tente d'expliquer des évolutions morphologiques et fonctionnelles en relation à ces processus d'adaptation réciproque. J'en lirai pas plus, parce que ça continue comme ça pendant 700 pages, mais outre que c'est un livre qui peut intéresser des spécialistes en sciences sociales, évidemment, c'est aussi un livre qui a une certaine ambition pédagogique, puisqu'il vise justement à différents objectifs que je vais résumer non pas en commentant toute la table des matières, mais en présentant les 3 parties principales en quelques mots.
Et après, on aura peut-être le temps d'en discuter autour d'un verre aussi, si vous le souhaitez. Et puis surtout de feuilleter l'ouvrage. Il y a à la fois une démarche qui consiste à justement rendre disponibles en français des sources qui ne le sont pas. Donc la première partie, elle s'appelle « Revenir au classique, l'invention de l'écologie humaine à Chicago ». Et elle va être construite autour notamment de la traduction de 2 textes de Robert Park qui ne sont pas disponibles en français, qui n'avaient jamais été traduits, des textes de synthèse, 36 et 38. Et chacune des parties, donc au-delà de l'introduction qui est relativement copieuse déjà, mais est introduite par de longues présentations de Daniel Sefai qui sont en fait comme une sorte de manuel, quoi. Donc si vous voulez juste vous plonger un moment donné dans cette histoire, je pense que c'est une des sources disponibles en français qui ne sont pas si nombreuses et très actuelles, enfin actualisées, très récentes sur c'était quoi cette histoire d'école de Chicago. Et donc il évoque comment le moment de fondation donc autour de Park s'est joué sur des questions essentiellement donc, urbaines, de ce qu'on appelle aux États-Unis la race, les relations raciales, et de délinquance, criminalité également, c'est un terme qui n'est pas tout à fait le même. C'est aussi à Chicago qu'on a les premiers tribunaux pour enfants, par exemple. Le point de départ de cette écologie humaine, ce que raconte cette première partie, c'est ce qu'on appelle les problèmes sociaux. On a des problèmes parce que cette ville grandit trop vite, qu'il y a un afflux d'immigrants jamais vu, enfin comparable en fait à ce qui peut se passer à d'autres endroits comme New York, certes, mais à partir d'infrastructures qui sont encore plus, comme vous l'avez pu juste pressentir avec la cartographie de 1926, mais encore plus désorganisées et qui ne sont pas construites par des processus de planification suffisants. Et donc l'enjeu, ça va être de travailler éventuellement en vue de réformes sociales, municipales, spatiales et de projets, mais avant ça, de décrire ce qui se passe. Et donc dans cette première partie, il y a l'idée de comprendre de quel outil on peut se doter pour faire l'étude de communautés, par exemple les blanchisseurs chinois. Donc, comment on fait une ethnographie écologique, c'est-à-dire par l'entrée de l'espace, plutôt que par l'entrée, par exemple, ethnique ou linguistique seulement. Comment les blanchisseurs chinois sont installés dans l'espace de Chicago. Je pourrais en dire plus si vous souhaitez plus tard. Je passe à la deuxième partie qui s'appelle « Mondes sociaux, air naturel et interstices urbains ». L'idée de cette deuxième partie, donc cette fois c'est une photo plutôt de New York qui l'ouvre, mais c'est d'élargir au-delà justement du moment fondateur de Chicago, de l'entre-deux-guerres, plutôt vers les années 50-60, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. Donc la présentation concerne vraiment l'idée de l'écologie humaine telle qu'elle s'est transmise à d'autres disciplines, à d'autres pratiques, à d'autres lieux qu'à Chicago dans les décennies qui ont suivi. Mais ensuite, au fond, les 4 contributions sont issues d'enquêtes de terrain, vraiment d'ethnographie. Celle de Luce Carlier, c'est à Bruxelles. Stéphane Tonla, c'est plutôt à New York. Kamel Boukir, en banlieue parisienne. Et Jack Katz, à Los Angeles, dans un quartier qui s'appelle Hollywood, que tout le monde connaît de nom, mais en fait, c'est des vrais quartiers. Il y a vraiment des gens à Hollywood. Donc, comment est-ce que, à chaque fois, l'entrée est écologique, c'est-à-dire vraiment de regarder l'espace comme un processus réciproque, où les gens interagissent entre eux et interagissent avec le milieu, permet déjà de réfuter un certain nombre de thèses ou de préjugés qu'on peut avoir sur ces processus sociaux, par exemple les cités de banlieue en France, mais aussi justement de faire des sortes de découvertes, de mise au jour de ce qu'il appelle par exemple Kamel la genèse écologique de l'expérience morale. Comment est-ce qu'en fait ce sont en partie, pas seulement, mais en partie des relations spatiales, matérielles entre des lieux et des façons d'aborder les lieux, de les percevoir, de les fréquenter seuls, à plusieurs, avec des personnes différentes, qui vont expliquer ou contribuer à expliquer des choix moraux que peuvent faire des personnes. Très très synthétique ce que j'ai dit là, mais je pourrais en parler plus longuement si vous le souhaitez. La troisième partie. Je suis obligé de passer sur ça, qui est un exemple que j'aurais pu approfondir et qu'on pourra discuter si vous souhaitez de manière informelle, mais c'était une des enquêtes des années 20, donc il y a pile 100 ans, qui a inspiré l'article de Stéphane Tonla, mais aussi l'enquête de Kamel Boukir sur les gangs de Chicago, donc par un des étudiants de Park. C'est un des travaux les plus célèbres, mais qui n'est pas traduit en français toujours aujourd'hui. Il a utilisé d'ailleurs la photographie dans son travail. Troisième partie, pour justement tenir le temps, elle s'intitule « La ville comme espace de vie, champ d'expérience et milieu de coexistence ». Elle est peut-être au plus proche des personnes professionnellement intéressées par le paysage dans la salle, mais disons qu'il s'agissait de prolonger encore l'école de Chicago, disons, son héritage, et aussi d'être critique vis-à-vis de cet héritage en partie, parce qu'effectivement, ça fait partie des objections qu'on a adressées à ces gens-là. Ils ont un peu laissé de côté, au fond, la question de l'expérience individuelle, ce qui peut sembler paradoxal, mais nous, on pense que c'est pas... Comment dire, parce qu'ils étaient déterministes ou biologisants, c'est qu'ils avaient d'autres préoccupations, d'autres urgences, d'autres demandes aussi, répondaient à des contextes à l'époque extrêmement tendus, et que finalement il y a une compatibilité de ce qu'ils ont proposé avec la question des expériences dans les milieux urbains, et qu'on peut étendre l'écologie humaine au-delà de Chicago. Donc moi, mon chapitre il est consacré à la question justement de l'articulation avec la
au fond la conception spatiale. L'urbaniste Kevin Lynch et son travail avec le artiste, designer, concepteur multiples casquettes, Georgi Kepes, qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs années au MIT à Boston sur la perception des milieux urbains, et avec l'optique de proposer justement des projets, de former des architectes et des urbanistes. Et il y a à nouveau des traductions, justement, 2 traductions dans cette 3e partie, qui vont délibérément brouiller un peu la chronologie. Un texte de Kevin Lynch, qui n'était pas disponible en français non plus, La ville comme environnement, de 1965, que j'ai traduit, et puis un texte d'une psychologue environnementale, il faut dire ça comme ça, écologique, on disait à l'époque, qui n'était pas du tout disponible en France en français, et qui, à mon avis, est l'une des entrées possibles en fait, dans ce volume le plus accessible pour des gens qui ne connaissent pas toutes ces histoires-là, parce qu'il se trouve que c'était, donc on revient en 1933 et à Hambourg, Martha Moucault, c'était une psychologue donc, qui avait été formée par l'école de Hambourg. Il y avait un institut de psychologie très important, dirigé par un monsieur qui s'appelait William Stern, qui accessoirement a été aussi le père de Günther Stern, qu'on connaît sous le nom de Günther Anders aujourd'hui. Bref, c'est une longue histoire, mais qui a dû, lui, évidemment, qui a été démis de ses fonctions en 1933 parce qu'il était juif et qui a quitté les États-Unis pour s'exiler et qui est mort en 1938 aux États-Unis. Et Martha Moucault, qui n'était pas juive, elle, mais qui était associée justement à des positions réformistes et qui n'a pas supporté en fait, cette éviction de Wilhelm Stern, qui a été très très tôt inquiétée, dénoncée, attaquée par les nazis. Et elle s'est suicidée en septembre 1933 en laissant au fond une œuvre inachevée, mais elle avait travaillé pendant 5 ans, juste avant ce qui précède, à un travail extraordinaire, enfin que nous on trouve extraordinaire, qui était sur la perception de la ville par les enfants, dans un certain quartier de Hambourg. Et donc dans le livre, on traduit de larges passages de ce livre qui a été publié par son frère Hans Moucault après sa mort, en 1935, et qui vient intéresser, j'y vais directement pour m'arrêter là et tenir, qui vient s'intéresser justement, elle fait toute une distinction en allemand, entre la ville dans laquelle vit l'enfant et la ville que vit l'enfant. Donc tout le travail de ce livre qui s'appelle en allemand Der Lebensraum des Großstadtkinds vient justement réfléchir en un tout autre sens que celui que les nazis vont employer, évidemment, cette histoire de l'espace de vie, qu'on traduit en français souvent par espace vital, mais l'espace de vie, c'est d'abord justement cet espace très très proche des réflexions des éthologues, des psychologues de l'environnement, comme von Uexküll, qui travaillait aussi à Hambourg à l'époque, c'est-à-dire l'espace de perception. L'espace comme l'enveloppe en fait, de perception, qu'en allemand on peut appeler la Umwelt, qui vient être définie par des caractères auxquels l'individu, l'agent, qu'il soit animal au fond ou humain, va se rendre attentif, il peut s'éduquer à se rendre attentif. Et un des grands apports de ce travail de Martha Moucault, qui est encore une fois très très tôt, elle fait entre 28 et 33, c'est de souligner à quel point la perception des enfants qu'elle observe, donc une ethnographie, une psychologie ethnographique si on veut, se fait en fonction des contextes sociaux dans lesquels ils évoluent. C'est une co-perception en réalité, en lien avec leurs activités de jeu dans la rue notamment, et comment est-ce que, en jouant à même la rue, à même des espaces qui sont très proches, donc ça c'est la réédition en 2012 de ce travail, mais très proche des docks de Hambourg, donc du port, des espaces qui ne sont pas forcément destinés justement comme un quai de chargement, etc., près des entrepôts. Les enfants vont recréer des espèces de petits milieux dans les milieux plus vastes qui répondent pas tout à fait aux mêmes critères justement que les perceptions des adultes. Et elle a beaucoup apporté sur la façon de nuancer cette perception-là. C'était une entrée possible, j'ai voulu faire un zoom comme ça, mais en fait c'est un livre qui est très très riche de plein d'autres pistes que je voulais vous suggérer de venir découvrir, qui malheureusement n'est pas disponible ce soir précisément, mais qui va arriver très très vite chez le libraire Quai des Brumes, peut-être dès demain. Et donc vous pouvez éventuellement auprès du libraire qui nous fait l'amitié d'être là, en réserver un si vous le souhaitez. Et la conclusion de l'ouvrage aussi, pour tout dire ce sujet, ouvre sur des questions d'écologie politique, pour vous donner un peu envie d'en savoir plus, en montrant que on ne peut pas faire un livre en 2025 qui s'appellerait Écologie humaine 24 sans parler d'écologie politique quand même, d'où son titre, Humaine, trop humaine, pour l'interrogation, parce qu'effectivement, ils n'ont pas considéré cette question d'écologie politique à l'époque, et ça fait partie des choses qui, selon nous, sont des prolongements possibles et non pas des contradictions ou des réfutations de cette histoire de l'écologie humaine en sciences sociales. Merci de votre écoute et j'espère que ce n'était pas trop dense, mais je peux vous répondre si vous le souhaitez. Pas d'applaudissements.
on peut prendre peut-être 5 minutes de questions, mais aussi en buvant un verre si vous préférez. Je ne sais pas. Vas-y. Ma question, peut-être, je ne viens pas du tout des sciences sociales. Du coup, les notions d'écologie humaine, l'écologie des écosystèmes, je maîtrise bien, je crois, en tant que paysagiste, mais écologie humaine et écologie politique, j'avoue que j'arrive pas bien. Et alors, en plus de ça, il y a André Gortz qui parle d'écologie sociale. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le champ de chacune de ces formes d'écologie? Je peux essayer. Effectivement, l'écologie humaine de Chicago, c'est d'abord une écologie sociale. C'est une écologie, on pourrait dire, socio-anthropologique. C'est-à-dire comment est-ce que encore une fois, les groupes sociaux, c'est leur problème au départ. Mettons, tel groupe d'immigrants va se mettre à occuper un espace et à avoir des limites de cet espace partagé, va avoir des zones de frontières, d'échange, de contact avec les autres, au contraire des contacts plutôt réservés à des membres de la communauté. Donc il y a une sorte de qualification de tout l'espace. C'est ça qui est intéressant et qu'on retrouve dans l'approche de Moucault, qui était d'ailleurs allé à Chicago quelques mois, etc. Donc il connaissait ces sociologues. Et donc, en fait, c'est une manière de mettre de la différence et de la complexité partout. Et c'est ça qui nous intéressait, parce que quand on voit aujourd'hui un certain nombre de discours, il ne faut pas généraliser, mais de l'écologie politique, peut-être à la différence d'André Gortz, justement, il y a peut-être une tendance à monter en généralité très vite et finalement à perdre ce fil avec la complexité territoriale dont on parlait tout à l'heure par allusion. Donc, c'est des gens qui territorialisent tout. Tous les processus sociaux, en fait, sont revisités à l'intérieur d'accroches, d'endroits où on peut se réfugier, d'endroits où on est plus exposé, d'endroits où on est en danger, d'endroits où on est en compétition, d'endroits où on est en ajustement. Et donc, ils vont essayer de qualifier l'espace. C'est ce que fait, par exemple, Thrasher dans son étude des gangs, en disant le gangland, là, cette espèce d'endroit où vont aller les différents enfants. En fait, c'est des enfants. Les gangsters qui l'étudient très souvent, en majorité, ce sont des gens très, très jeunes, presque tous des garçons. Ils vont avoir un certain usage d'espace qui sont des espaces d'interstice. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais le mot est intéressant. Lui, il propose vraiment une sorte de notion d'interstice qui illustre cette idée que l'écologie humaine est d'abord une écologie sociale, dans lequel il n'y a rien qui relèverait, disons, de l'écologie politique ou du rapport à l'environnement comme, processus vivant, spontané, avec lequel on s'accorderait. Mais, en revanche, ça vient qualifier justement cet environnement matériel comme objet d'interaction réciproque, de ressources différentes et de compétition pour ces ressources, ou au contraire de coopération. Et donc ils vont aller chercher des termes qui en fait viennent en grande partie de Darwin d'ailleurs, d'où le fait qu'il y a eu des confusions, darwinisme social et tout, c'est pas du tout leur approche justement. Ils disent pas que le meilleur gagne ou que plutôt le plus adapté survive. C'est ça l'idée qu'on transpose parfois beaucoup trop rapidement de Darwin, c'est plutôt de dire qu'est-ce que ça veut dire que s'adapter à un environnement en étant actif. Donc en prenant quelque chose comme un contrôle sur son environnement, et ça vient qualifier, effectivement, complexifier, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, ils ont un ensemble en fait, de concepts, on pourrait dire ça comme ça, qu'ils vont tester. J'ai cité déjà compétition, qui est un concept central pour l'écologie naturaliste, mais il y a aussi accommodation, ajustement, et on peut trouver aussi justement, assimilation, qui vont permettre de comprendre en fait, qu'est-ce que ça veut dire habiter en fait. Habiter, c'est pas juste être logé avec un toit, ce qui est une partie importante, mais c'est aussi avoir une sorte de cartographie, on pourrait dire implicite, qui n'est même pas forcément verbalisée, de points de repère, d'orientation, de préférence aussi. Et voilà. Après, ce qui est intéressant en fait, pour mieux te répondre, c'est de plonger dans certaines enquêtes précises, quoi. Parce que c'est ça qui est fort dans leur démarche, c'est qu'en fait, ce sont des mélanges de méthodes où l'ethnographie va prendre une place qu'elle n'avait jamais prise auparavant, donc observer les comportements des gens, mais elle va se croiser avec, par exemple, les entretiens, parce que contrairement aux plantes et aux animaux, on peut faire des entretiens avec les humains, ça peut être pratique. Donc il y a une sorte peut-être ça peut être ça la fin de ma réponse pour synthétiser, mais de trilogie de méthodes, on va dire, qui est très, selon nous, pertinente toujours et féconde pour aujourd'hui, qui est espace de vie, milieu de vie, histoire de vie, ou récit de vie, life story. C'est-à-dire qu'on va considérer donc espace de vie, espace vital, dans quel espace d'interaction on se trouve, milieu de vie un peu plus largement, quelles sont mes habitudes, mes repères dans l'espace, où est-ce que je vis et je m'oriente dans un milieu que je connais, voilà, et avec encore une fois ses limites qui varient, tout ça étant en train de bouger en permanence. Et histoire de vie ou récit de vie, c'est comment ma trajectoire là-dedans s'accomplit. Et donc ça va être parmi les premiers, en fait, en s'inspirant des tribunaux pour enfants, enfin pour mineurs par exemple, comment on devient délinquant, tout simplement. Eh bien, à travers un parcours que l'on peut décrire de manière spatiale.
et de manière territoriale et multiterritoriale, plutôt que de dire, de toute façon, c'est des Siciliens, ils sont bons à rien, ils ne seront jamais américains, ou de toute façon, c'est des Noirs. Donc voilà, il y a tout un travail en fait qui vient contredire, combattre très très frontalement l'eugénisme, qui à l'époque existait carrément, avec pignon sur rue, avec chaire universitaire et tout ce qu'on veut, et les théories raciales, racistes en fait. Donc ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a parfois reçu ça en France et en Europe, disons, mais avec un sourcil un peu haut en disant qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ils ont cette... c'est pas qu'ils ont tout bon et tout parfait, mais ils ont cette volonté d'aller chercher sur un terrain qui soit matériel, concret, empirique, pour pouvoir s'opposer justement à des idéologies qui étaient largement en situation favorable, qui le redeviennent un peu aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, donc il y a une forme d'articulation potentielle avec la réforme sociale qui renoue peut-être, en tout cas c'est nous ce qu'on pense possible, avec des questions d'écologie politique aujourd'hui. Mais ce qu'on pense, pour dire ça vite, nous en tout cas les 4 coordinateurs de l'ouvrage, c'est que l'écologie politique actuelle n'est pas assez sociale, n'est pas assez complexe sur le plan sociologique, et qu'elle ne pourra jamais gagner justement, ou se faire entendre en tout cas un certain nombre de choses si elle ne repart pas des processus de territorialisation des personnes, des gens, quoi. Bon, c'est une réponse un peu ramassée, mais peut-être que ça aide déjà à resituer la chose. La notion d'écologie, effectivement, elle est ambiguë, elle est sujette à malentendu, elle sert de repoussoir aussi. Mais pour eux, il leur a semblé que c'était quelque chose qui continuait à ouvrir un chemin, justement, une voie, voilà, qui n'est pas celle du marxisme, par exemple, effectivement. C'est une des grandes raisons de la non-réception en France de cette histoire-là, ou de la réception partielle, ou très critique, très partiale. Voilà, je ne sais pas m'engouffrer là-dedans. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, qui viendrait de vous, c'est mieux. Si je pose moi les questions et les réponses. Oui. Pour revenir sur la carte la toute première carte de Chicago, est-ce que, juste peut-être 2-3 exemples, si possible, donc s'ils ont cartographié de cette manière par rapport aux communautés ou par rapport aux communautés linguistiques, est-ce qu'on découle que, tiens, telle communauté qui est implantée à côté de tel site industriel, ils vont surtout travailler là, ou est-ce qu'ils vont travailler à l'autre bout de la ville aussi? Est-ce qu'eux, ils vont développer des comportements d'usage de l'espace public, de sortir? Est-ce qu'ils vont avoir plus de cinéma, je ne sais quoi, que d'autres? Enfin, concrètement, pour passer à une étape après, qu'est-ce que ça a donné? Oui, ça fait partie des questions qu'il faut se plonger dans certaines enquêtes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des enquêtes, disons, par communauté, justement. On va s'intéresser aux blanchisseurs chinois, mais c'est déjà une sorte de communauté dans la communauté. Il n'y a pas forcément d'enquête qui va chercher à se centrer sur un caractère linguistique, ethnique comme étant un facteur d'explication, mais ça devient un paramètre pour observer. Et on peut penser à la première grande enquête aussi qu'il mène, ça dure des années, c'est le paysan polonais, en Amérique et en Europe. Dans cet ordre-là, ou à vérifier. Mais en tout cas, l'idée, c'est que peut-être, pour répondre délibérément un peu à côté, c'est justement de ne pas penser que territorialiser veut dire fixer. Et ce sont des gens, et ça on le voit très bien aujourd'hui, parce que c'est un des héritages qu'on peut faire sur les études de l'immigration aujourd'hui, c'est une personne qui émigre, qui donc aussi immigre en même temps, multiplie ses appartenances territoriales, alors justement pas avec la même intensité, mais les enquêtes sur la Pologne, sur le paysan polonais en Amérique, vont conduire à repartir en Pologne. Les enquêteurs vont lire les correspondances, notamment de celles et ceux qui écrivent à leur famille, et ça suppose des allers-retours. Sur le blanchisseur chinois, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il montre que oui, il y a des ancrages dans le quartier. Il y a une carte qui le montre à ce sujet. Ça, c'est la distribution des blanchisseries chinoises à Chicago en 1923 et en 1940. Donc l'auteur de la thèse, c'est lui-même issu de cette communauté sino-américaine. Mais dans l'enquête, il y a aussi des moments où il repart jusqu'à Canton. Il montre des rémigrations, des allers et des retours, etc. Et en fait, ça se joue dans des réseaux qui souvent ne sont pas du tout lisibles, justement, en termes uniquement d'un espace de vie qui serait continu et contigu, mais de milieux très, très démultipliés, dont, avant eux, en fait, il n'y avait pas tellement d'idées. En tout cas, ce n'était pas documenté, quoi. Donc, c'est une manière de répondre à ça. Et après, ça, c'est une vraie question que moi, je me suis posée en le lisant, et de manière un petit peu décevante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tellement... il y a sûrement, parce que c'est tellement gros, et Daniel Sefai, à l'heure actuelle, il est dans les
cave de l'université de Chicago en train d'exhumer des thèses, parce que les Américains ne s'intéressent même pas forcément à cette histoire-là, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes, mais il y a peu de descriptions de l'expérience urbaine qualitative, qualifiée. Celle sur le gang est un peu des exceptions. Mais voilà, savoir si on trouve des différences, disons, de communauté à communauté dans leur manière de circuler dans la ville, ça, c'est pas si net que ça. Ils sont très intéressés par les réseaux professionnels, par tel type d'activité qui vous conduit à avoir telle pratique de la ville, mais c'est pas tellement lié à votre groupe linguistique et ethnique. Ce qui, d'ailleurs, je pense, renforce un peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essentialisation. C'est pas parce que vous êtes un Lituanien que vous circulez dans la ville de telle façon. C'est parce que vous êtes Lituanien qui travaille aux abattoirs, effectivement, qui peut-être a telles habitudes, tels usages, qu'on trouve décrit aussi par la littérature. Upton Sinclair, de Jungle, 1906, c'est un ouvrage sur le Lituanien de l'abattoir de Chicago, qui est romancé, qui devient une fiction, mais ça se fait un reportage, normalement, de dénonciation de leurs conditions de travail. Or, ça va conduire à la création de la Food and Drug Administration, parce qu'en fait, on va réaliser qu'il y a de la viande avariée, qu'on met des rats dans les machines de transformation de la viande, etc. Donc les gens vont réagir publiquement à ça, mais pas aux conditions de travail que lui entendait dénoncer. Donc bon, il a dit, j'ai voulu toucher le cœur des gens, j'ai touché leur estomac. Mais ça a conduit à des mesures, à des réponses réformistes, qui n'étaient pas celles qu'ils attendaient. Mais là où je veux en venir en disant ça, c'est qu'effectivement, il y a... En fait, la chose à comprendre, et à mon avis féconde aussi pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'enquête pas au hasard. On enquête là où il y a un problème. Ou en tout cas, quelque chose comme un problème, des problèmes sociaux. Donc c'est jamais, tiens, aujourd'hui je vais étudier les Lituaniens. C'est, j'ai lu tel article de journal, telle chose, il y a eu telle affaire, tel procès. Allons voir, hein, et enquêtons. Et c'est là où il y a une sorte de porosité intéressante entre le journaliste, le policier, si on veut, l'inspecteur en tout cas, le sociologue, et que tout ça peut être... à des moments se rencontrer. C'est des méthodes, en fait. Ils vont mixer des méthodes, comme ils disent, mélanger des méthodes en français, cartographier, la statistique. C'est-à-dire qu'en fait, ces méthodes existaient déjà, mais les mettre ensemble, ça n'a été jamais fait avant, de cette manière-là. Mais merci pour la question. Oui. Oui, en écoutant le premier échange, je me disais que c'est intéressant. Le rejet là, de ces théories-là, en France à l'époque, il y a, vous le disiez, l'idée un peu de l'essentialisation, de biologisation. Je me dis, c'est intéressant le fait que vous réinvestissiez, que soit réinvesti cette idée d'écologie humaine. Est-ce que, je trouve que ça fonctionne, ça rejoint assez bien toutes ces théories là aussi qui émergent, qui sont très investies en France, qui avec une genre d'humilité essaient de repenser les rapports humains-non humains, tous les héritages là, de Bruno Latour, ou justement à Nathalie dont vous parliez, où on sent qu'il y a l'idée de, je dis humilité, je ne sais pas si c'est ça, mais de repenser un peu l'humain dans son milieu, en rapport avec les non-humains, toutes ces théories de l'acteur réseau et tout ça, où on a l'impression que peut-être on avance aussi dans notre conception de l'humain dans un milieu avec d'autres. Oui, c'est intéressant. Alors, je dirais juste une phrase là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on prenne un petit verre ensemble parce que la salle n'est pas limitée. Mais, et puis, on pourra prolonger. Mais en 2 mots, effectivement, c'est intéressant que vous voyez plutôt une compatibilité ou des échos, parce que c'est plutôt des champs assez divergents. Mais on pense qu'effectivement, ils ne le sont pas tant que ça sur le fond. Là-dessus, on n'est pas, d'ailleurs, quand je dis on, tous d'accord entre les auteurs de l'ouvrage surtout, mais dans la conclusion, on discute un petit peu cette question-là. En gros, ce qui est peut-être le point commun, ça serait l'inspiration pragmatiste. Qu'est-ce que c'est la philosophie pragmatiste ? 2 phrases, promis. C'est l'idée, justement, d'aller chercher des méthodes issues des sciences naturelles et des concepts issus des sciences naturelles et de les tester sur les sciences sociales et les sociétés humaines, en fait. Donc, c'est très, très proche. Et en fait, c'est l'écologie humaine. Ils doivent beaucoup à des gens comme John Dewey, etc., qui, effectivement, alors humilité ou pas, ça c'est à voir, mais en tout cas, essayer d'être plus expérimental, d'être plus dans il y a un problème, donc il y a enquête, mais en fait l'enquête elle se fait déjà par plein de manières. C'est pas le sociologue qui d'un coup apporte la lumière, mais donc c'est aussi une forme d'humilité de ce point de vue-là, méthodologiquement et professionnellement.